Bonsoir à tous. Donc bienvenue à cette conférence. En qualité de président de l'association des ingénieurs ISTP Mines, je suis particulièrement fier de vous accueillir ce soir. Fier à deux titres. La première chose, c'est que cette conférence est la première qu'organise l'ADIM, et j'espère que ça sera la première d'une longue série. Et puis fier parce que clairement, elle a trouvé son public. Et effectivement, aujourd'hui, l'amphi est assez bien rempli, donc je suis assez content. Un thème qui intéresse certainement beaucoup de monde. Avant de rentrer sur ce sujet, je voudrais remercier un certain nombre de nos partenaires sans qui on n'aurait pas pu faire cet événement. Et en premier lieu, l'école, l'ISTP, qui nous soutient au quotidien sur toutes les actions qu'on fait et nous apporte des moyens pour pouvoir faire ce type d'événement et puis même fonctionner sur toutes nos activités. Donc encore un grand merci à l'ISTP et en particulier, il n'est malheureusement pas là, mais à Cyril Faure, son directeur général. Pour introduire le sujet de ce soir, vous avez devant vous quelques chiffres qui proviennent du site internet du ministère du Travail. Donc des chiffres qui sont le ressenti des salariés dans leur travail. Donc vous avez un certain nombre de pourcentages d'événements ressentis, et puis vous avez en partie basse un graphique sur lequel j'attire un petit peu votre attention. Donc on a une classification des personnes qui sont exposées plus ou moins aux risques psychosociaux, et la manière de lire ce graphique, c'est si on prend les gens en surexposition, 75% des gens en surexposition déclarent que leur travail risque de nuire à leur santé à court terme, moyen ou long terme. Voilà, donc ça c'est un chiffre assez éloquent, et c'est d'autant plus éloquent quand on regarde l'ensemble des salariés interrogés, où là on est à 40%. 40% des salariés considèrent que leur travail risque de nuire à leur santé. Ce sont des chiffres de 2010, ce sont des chiffres officiels. Aujourd'hui, en 2015, on serait plutôt autour de 50%, un salarié sur deux. Donc quand on parle de nuire à leur santé, eh bien effectivement on est dans le panel assez large qui va du stress, d'une addiction au travail, l'incapacité à se décrocher de son smartphone, à travailler le soir, etc., jusqu'à des choses beaucoup plus importantes de souffrance au travail, avec derrière des burn-out, des dépressions et voire des suicides. Voilà. Donc on est dans ces cas de figure. Donc quand on est sur ces sites internet, donc là c'est le site du ministère du Travail, mais vous avez aussi plein d'autres sites qui traitent de ces sujets-là, on vous donne beaucoup de chiffres sur le ressenti des salariés. Quelques chiffres sur la perte de performance dans les entreprises et le coût de cette perte de performance, mais les chiffres divergent beaucoup. Par contre, les éléments de compréhension de ces phénomènes et les moyens d'agir sur ces phénomènes, vous pouvez chercher beaucoup, on les trouve malheureusement pas. Donc c'est le but de cette conférence ce soir. Le but de cette conférence ce soir, c'est d'amener des éléments de compréhension sur ces phénomènes, et puis, au-delà des éléments de compréhension, peut-être quelques pistes qui peuvent nous permettre, en termes de manager, responsable, chef d'entreprise, etc., d'agir sur ces aspects-là pour faciliter la vie au travail de l'ensemble des salariés et la nôtre. Donc, dans ce cadre-là, un intervenant qui nous semblait tout à fait pertinent par rapport à ces sujets-là, donc Mathieu Poirot, que je remercie d'animer cette conférence, qui depuis 12 ans donc, a fondé le cabinet Midori, qui intervient sur le plan national mais aussi à l'international dans de nombreuses organisations. Vous en avez une liste derrière moi. Certaines ont d'ailleurs fait l'objet de l'actualité. Si je parle de la Société Générale avec l'affaire Kerviel, sur lequel Mathieu Poirot est intervenu, si je parle d'Orange avec malheureusement toute l'actualité qu'on a connue, voilà le type effectivement de client du cabinet Midori. Ce cabinet donc intervient en coaching, en accompagnement. Vous en parlerez un petit peu mieux que moi dans un instant, mais voilà, dans les domaines des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail.
Ce qu'on peut rajouter, c'est que Mathieu Poirot, qui est devant vous, a écrit 2 ouvrages. Donc, à l'issue de cette conférence, si le contenu vous a plu, vous pourrez approfondir ces sujets-là par ces 2 ouvrages. Et puis, je vous invite aussi à aller voir le site internet de Midori Consulting, sur lequel vous trouverez des PDF, des vidéos qui traitent de ces sujets-là d'une manière relativement large. Voilà. Donc, sans plus attendre, je transmets la parole à Mathieu Poirot. Et puis... Merci, vous êtes embauché, hein, c'est bon pour la présentation du cabinet. Bah, écoutez, bonsoir, merci donc de vous être rendu disponible pour cette conférence sur laquelle effectivement on va traiter de ce thème des risques psychosociaux. Alors on va regarder pas uniquement l'aspect risque psychosocial, mais au-delà, on va essayer de réfléchir ensemble à cette notion de qualité de vie au travail qui est aussi une thématique qui est en train d'émerger et le lien qu'on va pouvoir faire au niveau de la performance durable. Alors, quand je parle de performance durable, c'est important pour moi parce que dans mon parcours, je suis à la fois donc psychologue de formation, mais je suis également docteur en gestion. Donc, je suis une espèce d'hybride où à la fois quand j'interviens en entreprise, il y a la question du bien-être des personnes qui est importante, mais aussi la question de l'efficacité. Et quand on parle à un moment donné de risques psychosociaux, on parle aussi à un moment donné de performance durable. C'est-à-dire comment on arrive à trouver cet équilibre entre les deux qui est vraiment pas évident aujourd'hui à trouver. Vous avez des boîtes, sincèrement, quand on intervient dedans, la problématique principale, c'est que le bien-être, c'est fait au détriment de l'efficacité. Hein. Et c'est ça qui devient problématique. Vous avez quand même des boîtes qui ont acheté la paix sociale pendant des années et qui se retrouvent à un moment donné acculées face à un mur parce qu'elles ont des problèmes d'efficacité. Et puis vous avez des boîtes qui sont dans l'autre virage extrême. C'est-à-dire que effectivement, il y a de l'efficacité, mais c'est quand même une vraie machine à mal-être à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on voit dans ces boîtes-là? C'est que, il y a des coûts cachés énormes qui minent de toute manière la rentabilité de ces entreprises. On va en reparler. Et puis 2, très rapidement, et c'est pas pour rien après on va être amené à intervenir, il va y avoir des problèmes de crise sociale qui vont se développer. Je ne crois pas qu'on puisse atteindre une performance dans la durée si on n'arrive pas à trouver cet équilibre. Et cette équation, ce besoin d'équilibre entre bien-être et efficacité, il sera de plus en plus important pour tout un tas d'enjeux. On va y réfléchir ensemble. Alors, effectivement, pour voir qu'est-ce que ma vie, entre guillemets, professionnelle, j'interviens sur 4 champs principalement. Y compris ça peut être sur parfois de la clarification stratégique, beaucoup d'accompagnement d'équipes de direction parce que il y a quand même beaucoup d'entreprises où le poisson est pourri par la tête. Hein, quand vous avez des difficultés au niveau des comités de direction, ça perd en termes de dysfonctionnement en dessous et tout le monde essaie de compenser, mais si on règle pas cette problématique, ça va continuer. Beaucoup de coaching individuel et collectif. Principalement maintenant quand même sur des dirigeants. On voit aussi qu'il y a un lien entre la psychologie des dirigeants et les dysfonctionnements ou les réussites d'une organisation. Notamment par exemple dans les PME, c'est très 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 fort. Et puis après, des interventions classiques sur les risques psychosociaux, beaucoup de diagnostics, d'accompagnement, d'intervention aussi sur des situations de harcèlement, de difficultés relationnelles, des suicides. Je commence à intervenir aussi malheureusement sur des cas qui sont un peu plus extrêmes. J'ai pu avoir des situations de viol en entreprise, des situations de violence très fortes liées à des problèmes communautaires. Une des problématiques qu'on me soumet de plus en plus, c'est les problématiques religieuses au travail, avec des conflits qui vont parfois à l'affrontement physique. Et puis de la gestion de conflits et médiation, avec parfois des situations où on va faire de la médiation sociale entre, par exemple, la direction et les syndicats, parce qu'ils n'arrivent plus à communiquer, donc tout plan d'action va être bloqué. Voilà, donc je passe 80% de mon temps en entreprise, 20% du temps plutôt la partie enseignement-recherche, donc j'essaie de consacrer encore un peu de temps à l'écriture et puis à la transmission. Notamment, je forme des consultants ou des psychologues sur ces questions. Voilà, pour voir d'où je vais partir par rapport à cette conférence. Alors, on va partir tout de suite des définitions. Ça permettra d'avoir une vision un peu plus claire parce qu'il y a beaucoup de mots autour de ces thématiques. Quand on parle
de risques psychosociaux, de qualité de vie au travail. Moi, j'ai effectivement débuté, alors pas Midori, ça fait 5 ans, mais le métier il y a 13 ans, et on parlait principalement de stress. Le stress, je dirais que c'est la dimension subjective de la problématique. Il y a 3 choses à retenir sur la dimension du stress. Premier élément qui est très important sur la dimension stress, c'est que il faut toujours partir, la métrique de ces questions-là, c'est toujours la subjectivité des gens. On ne peut pas comprendre ces mécanismes-là en faisant qu'une analyse de l'organisation ou une analyse du travail prescrit, vous voyez, ou un travail en chambre. Il faut aller interroger les gens. Pourquoi ? Parce que le stress, ça dépend beaucoup de notre stock d'expérience dans la vie. Vous avez un jeune collaborateur qui débute dans l'industrie, il va pas avoir les mêmes réactions de stress que quelqu'un qui a déjà eu 2 ou 3 fois la même expérience professionnelle. Vous voyez, il y a une courbe d'apprentissage. Son stock d'expérience n'est pas le même. Si on reprend un autre exemple, vous êtes en train de vous promener ce week-end, il fait beau, normalement ça va être le cas. Enfin, on m'a dit à Saint-Étienne jamais, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'était des personnes du coin. Mais imaginons, donc vous êtes en train de vous promener, il y a un gros chien qui se rapproche de vous. Vous êtes tout seul, qu'est-ce que vous dites ? Alors certains vont se dire il est mignon. Alors, imaginons que vous avez déjà été mordu par le même type de chien. Là généralement vous pensez pas, vous courez. Bon, imaginons qu'il vous rappelle le chien que vous aviez quand vous étiez tout petit, hein, que vous adoriez. Quelle va être la... Peut-être dans un deuxième temps il y aura d'autres émotions, mais ça va être quoi la première émotion qui va vous passer par la tête ? Une espèce de nostalgie, une émotion un peu douce et amère, vous voyez ? Suivant nos stocks d'expérience, c'est la même situation, mais on ne va pas réagir de la même manière. Bon, ça c'est le premier point. Si vous n'allez pas interroger les gens, si vous ne faites pas l'effort de comprendre, vous n'êtes pas capable d'identifier s'il y a du stress ou pas. Et malheureusement, on a quand même beaucoup d'entreprises dans lesquelles vous avez du management qui pense qu'en analysant simplement l'organisation, on va comprendre s'il y a du stress ou pas. On va penser les facteurs de stress à la place de l'autre. Ça, c'est le premier point qui est vraiment essentiel. Le deuxième point essentiel, c'est que ça va être mis en balance avec des ressources. Vous avez 2 ressources principales dans l'entreprise vis-à-vis du stress. C'est 1, la confiance en soi qu'on a. Si j'ai de la confiance en moi, même si les situations sont un peu stressantes, finalement, je vais me dire que je vais y arriver. Et ça, ça dépend de votre histoire. Ça va dépendre aussi de la confiance que vous donnent les autres dans l'environnement de travail. Mais il y a un autre élément qui est assez essentiel et qui malheureusement est en train de disparaître dans beaucoup d'entreprises, c'est les collectifs de travail. C'est-à-dire, j'ai le sentiment de pouvoir m'appuyer sur mes collègues. Alors, on va prendre un exemple. Vous avez, donc, je reprends ce jeune manager, donc qui doit conduire une ligne, imaginons, dans une usine. Il arrive, c'est son premier poste. Situation A, il a une équipe avec un manager ou un dirigeant qui est quelque part va diviser pour mieux régner. Bon, ou qui est pas très clair dans ce qu'il attend en termes de rôle. Donc l'équipe, chacun est un petit peu sur la défensive. Donc comment ils accueillent ce nouveau manager ? Ils le voient peut-être comme un ennemi ou en tout cas comme un rival. Donc quand il a des difficultés, est-ce qu'ils vont lui donner des infos ? Non. Bon, il essaye de voir son chef aussi, mais son chef, il est jamais là, il est tout le temps en réunion. Il a la même charge de travail que dans la situation B, où là, il arrive dans une équipe qui est très soutenante, qui lui passe de l'info. Quand il a des difficultés, on essaie de réfléchir à plusieurs. Quand il a besoin de prendre une décision ou un moment de prioriser entre différentes options, son manager est là. C'est la même charge de travail, les mêmes contraintes. Qui est le plus stressé des deux ? Le premier, enfin logiquement. Sinon, en psychologie, c'est dire il est un peu sado, quoi. Mais c'est un autre problème. Ça se peut. Voilà, ça c'est la dimension subjective, le stress. Il y a 2 messages principaux. C'est 1, le stress, ça part toujours. La métrique de ces sujets-là, c'est la subjectivité des gens. Il faut essayer de les comprendre. Deuxième point, ça va pas dépendre uniquement des contraintes, ça va être en équilibre avec des ressources. Il y en a 2, c'est la confiance en soi. Très important, tout ce qui va préserver l'estime de soi, la confiance en soi, on y reviendra, et les collectifs de travail. Quelle est la difficulté ? C'est que dans les entreprises matricielles, c'est des choses qui disparaissent.
Hein. Et alors au niveau du middle management, où de toute manière on bouge tous les 2-3 ans, 5 ans maximum, c'est sûr que les équipes sont difficiles à constituer. Donc il y a quand même beaucoup, au-delà de ce côté facteur de stress, il y a aussi beaucoup les facteurs de protection qui ont tendance à disparaître dans les entreprises. Pendant à peu près une dizaine d'années, vous avez eu dans tous les pays européens un certain nombre de recherches qui sont intéressées à l'impact de l'environnement de travail, parce qu'il y a une dimension bien sûr individuelle liée au stock d'expérience, mais il y a aussi cette dimension de l'environnement de travail. Vous avez eu notamment un professeur anglais, parce que les risques psychosociaux, c'est pas français, parce que souvent, alors à l'international, quand vous avez des managers américains, par exemple, vous dites c'est encore un truc de français. Et là, vous leur dites, non, c'est le professeur Tom Cox, il est britannique, c'est pas nous, hein, il faut aller voir les Britanniques. Donc, professeur Tom Cox, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un panel pendant des années où il a étudié l'impact que pouvait avoir l'environnement de travail sur des salariés qui géraient bien leur stress, n'avaient pas de problème psychologique, étaient tranquilles. Et en fait, de quoi il s'est rendu compte, c'est qu'au bout de 10 ans, s'il prenait les personnes qui étaient soit dans l'environnement stressant, soit dans l'environnement non stressant, il y avait 2 fois plus de troubles anxieux et dépressifs. Donc il y avait une surinfluence de l'environnement sur la santé psychologique des salariés. Et c'est là où il a proposé le terme de risques psychosociaux. Progressivement, il y a eu tout un tas de recherches qui ont été faites en Europe, ce qui fait que, avec cette prise de conscience, il y a eu des normes européennes qui ont été constituées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, les pays scandinaves ont légiféré sur le stress au travail depuis les années 75. Hein, donc nous, on a été un peu résistants. Il fallait avoir légiféré, enfin, pas légiféré, mais il fallait avoir fait des pratiques, mis en place des accords dans la plupart des entreprises en 2005. En France, on en est à pas avoir complètement fini les accords, même par branche, sur ces sujets-là. Donc on est relativement en retard, même par rapport aux Italiens, aux Espagnols. Bon, en même temps, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont partout en Europe sur ces questions-là. Quel est l'avantage de cette situation? C'est qu'on a appris, hein, c'est-à-dire on n'a pas besoin finalement de faire beaucoup de R&D, on a besoin de copier sur ce qui se fait ailleurs. Il y a beaucoup de bonnes pratiques qui sont développées partout dans le monde, et un des constats, c'est que quand on a des démarches quand même proactives sur ces sujets-là, la situation s'améliore. Parce que souvent on peut, quand on aborde ces questions-là, se dire que ça ne s'améliore jamais, si, hein, c'est prouvé, dans tous les environnements, dans beaucoup de contextes culturels, si on intervient correctement par rapport à ces sujets-là, on améliore la situation. On va y revenir. Donc on a abordé justement cette question de la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, c'est plutôt le concept américain. Pourquoi on a parlé très rapidement de qualité de vie au travail dans les boîtes américaines? Parce que tout simplement, quand eux, ils ont des problèmes de burn-out, de stress, c'est des mutuelles et des assurances qui payent, privées. Donc très rapidement, dans les années 90-2000, elles ont obligé leurs entreprises à avoir des démarches plus proactives avec un système de bonus-malus, parce que effectivement, ça minait leur rentabilité. Et donc, quand ils ont vu qu'il y avait une montée en puissance des problématiques de stress, ils ont obligé les entreprises à avoir des démarches beaucoup plus pragmatiques, stratégiques par rapport à ces questions. Donc, quand on aborde la question de la qualité de vie au travail, on aborde vraiment tout ce qui est intention de la direction pour améliorer le vécu des salariés et leur santé. Et là, c'est vraiment intéressant parce que les mutuelles américaines, quand elles demandent aux boîtes de faire des efforts là-dessus, elles évaluent l'impact réel que ça a eu. Et cet impact, il est évalué depuis très longtemps. Il y a eu, par exemple, aux États-Unis, ils ont dépensé quasiment 1 milliard dans la recherche sur ces questions-là. Donc, vraiment, ils ont fait... quand vous allez dans les colloques américains et que vous revenez en Europe, ça fait bizarre. Non, vraiment, il y a eu une recherche très abondante, très puissante de ces questions-là. Le constat, c'est que quand on met en place ce type de démarche, ça diminue le niveau de stress des salariés. Donc, on peut avoir des démarches proactives qui fonctionnent. Ça, c'est clair. Après, il faut savoir qu'est-ce que ça améliore, qu'est-ce que ça diminue. Et là est arrivé le concept de santé psychologique. Alors, les psys, pendant des années, la seule chose qui nous intéressait, c'est qu'est-ce qui fait que les gens vont mal. En même temps, c'était nos clients. Il y a un cabinet, c'est des gens qui vont plutôt mal qui viennent. Et puis, bizarrement, dans les années 2000, il y a un ou deux psys qui se sont dit tac, tac, ça serait bien quand même de se poser la question, qu'est-ce qui fait que les gens vont bien?
Hein, c'était timide au début. Alors les autres, ses collègues lui ont dit arrête, tu vas casser le business. On a commencé à regarder un peu plus profondément et en faisant notamment beaucoup de recherches avec les neurosciences, parce que maintenant on peut vraiment bien correctement lire dans le cerveau, on a découvert que la santé psychologique, c'était vraiment lié à un équilibre très quotidien, beaucoup plus que ce qu'on pensait, entre les émotions positives et les émotions négatives. C'est-à-dire qu'au quotidien, on a besoin de cette petite dose dans laquelle on va ressentir beaucoup plus d'émotions positives que négatives. Ça peut paraître du bon sens, mais pendant des années, la vision qu'on avait sur le bien-être, c'était plutôt un trait, c'est-à-dire il y avait des gens qui étaient faits pour être heureux, des gens qui étaient faits pour être malheureux, quoi. En gros, suivant la loterie, on avait le choix entre ces deux options. Alors que là, on voit bien qu'effectivement, c'est très lié à du quotidien. Alors après, la deuxième question qu'on s'est posée, c'est dans quoi on se fait le plus plaisir ? Dans quoi on se fait le moins plaisir? Donc on a interrogé des millions de personnes, un peu au hasard dans la journée, pour essayer de découvrir quand est-ce qu'ils se faisaient le plus plaisir. Alors généralement les hommes et les femmes ont une réponse un peu différente là-dessus. Les hommes ont pensé que c'était quel moment ils se faisaient le plus plaisir. Non, alors c'est pas les matchs de foot. Bon, vous avez, je pense, trouvé la réponse. Je vais pas la donner. Alors, les femmes ont dit, c'est quand elles font un bon déjeuner. C'est, bon, en moyenne, voilà, ça c'est dit. Sans rancune. Il y a plus d'hommes ou de femmes là, ça. En fait, la réalité, c'est que si on vous demande de manière spontanée, c'est ce que vous avez pensé, et en fait, si on regarde de manière vraiment monitoriste, c'est-à-dire on vous pose la question au hasard, l'activité qui nous apporte le plus de plaisir, c'est le travail. C'est un peu décevant. Hein. Le truc. Oui, c'est le travail. C'est-à-dire 60% de notre stock d'émotions positives qu'on a au quotidien, il est lié au travail. Alors vous allez me dire, c'est parce qu'on passe plus de temps au travail qu'ailleurs. Maintenant, c'est faux. Si vous regardez sur l'année, c'est à peu près équilibré entre les temps de repos, les temps personnels et les temps professionnels. Pourquoi est-ce qu'on se fait le plus plaisir au travail ? Parce qu'on est utile, parce qu'on a une activité créatrice. Quand est-ce qu'on se fait le plus chier, entre guillemets, dans ces études? Alors, vous allez me dire où pensent les hommes, mais eh ben, quand on regarde la télé, si vous regardez la télé, il y a beaucoup de chances que vous ayez des idées noires, parce qu'en fait, comme vous êtes en position passive, vous allez être dans la rumination. Il faut une activité active, créatrice, pour ne pas être dans la rumination au niveau du mécanisme cérébral. Et donc, le travail nous apporte quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire ce qu'on appelle des activités de flow, ou de flux, si vous voulez, en français. C'est-à-dire des moments dans lesquels on se sent à la fois compétent et à la fois on a un minimum de défis. Alors, c'est quoi la conséquence qu'on peut apporter à ce savoir? C'est que, le travail, c'est plus fun que ce qu'on pense. C'est quand même une bonne nouvelle. 2, ça veut dire que quand ça se passe mal au boulot, c'est pas bon, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres trépieds sur lesquels vous pouvez vous appuyer, vous voyez. C'est-à-dire que le travail est un besoin psychologique. Il a une fonction psychologique essentielle à notre équilibre de manière générale. C'est pas, en plus je suis content que mon travail ça se passe bien, c'est essentiel que ça se passe bien dans son travail pour une bonne santé psychologique. Ça veut dire que quand dans un environnement on dégrade la santé psychologique des gens, de toute manière on les rend malades de manière générale. Quand on fait en sorte qu'ils soient bien, on leur donne de l'énergie, de l'élan vital de manière générale. Ça va, c'est clair sur ces points-là? Donc du coup, on voit un premier enjeu. Il y a vraiment un enjeu très très fort à favoriser de la qualité de vie au travail dans les entreprises. Quels sont les différents enjeux? Alors, on l'a abordé. Il y a un enjeu très fort à préserver la santé. Effectivement, aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 25% des salariés qui ont des problèmes de stress au travail importants. Donc on est quand même sur des chiffres absolument énormes. Il faut savoir que la France n'est pas le plus stressé du monde. Bon, ça, souvent on nous le dit.
Quand on fait des classements au niveau international, on est 50e en termes de stress, de manière globale. Alors le premier, la zone de stress la plus forte, vraiment la plus, c'est l'Asie du Sud-Est. Par exemple, j'étais aux dernières conférences internationales sur le stress. Vous avez des collègues, par exemple de Hong Kong, qui vous disent qu'à Hong Kong, vous avez maintenant, je crois que c'est 45% des salariés qui n'ont plus d'horaire de travail du tout, travaillent tout le temps. Donc on est sur vous avez des gens qui peuvent, vous savez, le fameux karashi au Japon, en fait, vous le retrouvez en Chine, vous le retrouvez partout. C'est-à-dire des jeunes qui ont 30 ans, qui sont tellement épuisés par le travail, qui meurent sur le lieu de travail par rupture d'anévrisme ou crise cardiaque. Mais en fait, c'est une rupture de fatigue. Vous avez même des gens qui meurent parce qu'ils se soignent pas d'un rhume. Vous voyez, et puis ils continuent. Donc on en est à des choses. L'épicentre est vraiment là-bas, et ça pose vraiment d'ailleurs des grosses difficultés en termes de conservation des ressources humaines. Mais on a quand même cette problématique qui s'est développée de manière générale également en Europe. Vous l'avez tous ressenti. Le deuxième, c'est favoriser l'engagement au travail. C'est un paradoxe pour les boîtes actuelles. On n'a jamais eu autant besoin de l'engagement des gens parce qu'on est en train de passer au monde du service. Le service, ça repose sur l'engagement psychologique. On est à 20% d'engagement dans les boîtes de manière générale en Occident. C'est-à-dire que vous n'avez plus que 20% des salariés qui sont pleinement engagés au travail. C'est l'Institut Gallup américain qui fait ces études-là depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, donc il a quand même un panel de référence où il suit. La courbe, elle fait comme ça depuis les années 2000. Et ça s'est accéléré avec la crise. C'est un véritable paradoxe aujourd'hui. On va le voir. C'est pour ça que on est au cœur de la problématique pour les boîtes. Elles doivent favoriser l'engagement des salariés parce que ça repose en interne ou en externe avec les clients là-dessus, leur business model. Et nous, on observe des boîtes qui sont des machines à désengager. On verra, parce que souvent, la problématique principale, c'est qu'en fait, on utilise des outils du XXe siècle pour gérer des problématiques du XXIe. C'est un peu l'une des problématiques. Voire même, vous avez certains dirigeants qui utilisent des outils du XIXe. Mais enfin, ça faut... Alors, l'autre point, c'est favoriser l'adaptation stratégique de l'entreprise. Quand les gens sont pas bien, sont anxieux, sont déprimés, c'est pas le jour où ils ont envie de s'adapter et de changer. Donc, quand on ne favorise pas une certaine qualité de vie au travail, on favorise de la résistance naturelle. Parce que une des choses qu'on entend le plus en plus chez les dirigeants, c'est « mes salariés résistent au changement ». Et on va faire un petit test, ok ? Je vais lever la main. Je suis magicien, ok ? Ce dernier mois-là, qui était, je l'espère pour vous, parfait, je vais faire en sorte que vous puissiez le revivre de manière éternelle. Alors, ça exclut tous les gens qui ont eu un mois vraiment difficile, bien entendu. Je vous le souhaite pas. Mais on va dire que vous avez eu un mois moyen, voilà, qui est pas si mal que ça. Mais voilà, vous ne mourrez pas, vous allez vivre éternellement. Qui accepte ? Et vous revivez tout le temps le même mois. Hein. Et c'est un peu angoissant de se dire ça. On n'aime pas ne pas changer. On est fait pour changer. Qu'est-ce qui fait que les gens arrêtent de changer ? Au bout d'un moment, c'est le coût d'adaptation. C'est ça la problématique. Quand vous fatiguez émotionnellement les gens, ils sont plus capables de changer. Et ils résistent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont fatigués, tout simplement. Alors soit parce qu'on a cassé leur capacité d'adaptation, parce qu'on ne les faisait pas assez changer, mais soit parce qu'on les fait trop changer, ou parce que l'environnement, de toute manière, casse cette capacité d'adaptation. Donc il y a un véritable enjeu également stratégique dans ces questions-là, à maintenir cette santé psychologique. L'autre point, c'est attirer et retenir des talents. Bon, comme je pense un certain nombre d'entre vous le vivent, il y a une vraie difficulté, et c'est très bien qu'il y ait ce type d'école. On a des difficultés dans tous les pays européens, malgré le chômage, à attirer un certain nombre de talents et à les conserver. Le contrat psychologique des nouvelles générations, il faut être clair, c'est qualité de vie au travail versus engagement. De toute manière, c'est mieux que nouvelle génération ait ce contrat-là, psychologique, puisque c'est le seul qui tient la route.
Hein, on peut pas promettre un emploi à vie, on peut pas promettre de la flexibilité, on peut promettre, tu viens chez moi, tu auras du fun, un minimum. Tu auras au moins le fait que je vais pas casser ta santé, parce que je sais que tu vas bosser très 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 longtemps. Donc, tu as intérêt à préserver ton capital santé. Ça va, c'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit de plus en plus des boîtes qui sont attirantes, mais qui n'arrivent pas à garder les talents. Qui ont des gens qui ont la pêche. Et puis alors, au final, qu'est-ce que gardent les entreprises? Ceux qui ne peuvent pas changer. Et après, vous réinjectez un talent dans une équipe de 10 comme ça. Alors, soit il se transforme, soit il se barre. C'est un cercle vicieux. Hein. Les boîtes qui attirent pas des talents sur une longue durée, bah, au bout d'un moment, on le paye parce qu'il y en a plus dans la boîte, quoi. Donc le moteur, il est un peu difficile. Il faut pas que des superstars. Hein. Je suis pas en train de vous dire ça, hein. Mais c'est sûr que si vous avez que des low performers, ça devient difficile. Et aujourd'hui, c'est un vrai constat. Quand les boîtes démotivent des gens qui ont la pêche, et encore une fois, plus les générations approchent, plus elles sont sensibles à ce type d'environnement. Hein. Ça fait des années que j'interviens, par exemple, en coaching à HEC Entrepreneur. Il y a encore quelques années, HEC Entrepreneur, ils voulaient tous faire une start-up type, je sais pas moi, j'ai créé Facebook ou un truc comme ça, je deviens archi-milliardaire, je suis capable de racheter la moitié de la planète. Et puis maintenant, ils veulent faire de l'entrepreneuriat social. C'est les parents qui pleurent parce que c'est eux qui vont devoir rembourser. C'est pas les mêmes ambitions. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous en avez comme ça. C'est pas les mêmes valeurs. Les valeurs sont en train de changer. Voilà. C'est clairement d'une génération à l'autre, on voit que je pense d'ailleurs c'est le cas aussi chez les ingénieurs. La question de la qualité de vie au travail, la question du développement durable, la question de la responsabilité sociale. Voilà, c'est important. La question aussi du sens, la question de l'autorité aussi. Hein. Faut bien se rendre compte qu'on a quand même des enfants qui rentrent en entreprise. C'est la première fois qu'ils sont soumis à de l'autorité aussi. En Île-de-France, vous avez une famille sur 4 qui est monoparentale, qui est gérée par des femmes, qui jouent les deux rôles. Et parfois, qui, dans toute leur scolarité, n'ont eu que des femmes. Et puis, hop, vous arrivez en entreprise, vous avez le manager homme, bien bourrin, ça fait un choc, quoi. Il y a un rapport à l'autorité qui a complètement changé dans la société. Hein. Clairement, le rapport autoritaire, un peu cassant, c'est plus quelque chose qui est perçu comme légitime et normal. Bon, alors dans le milieu industriel, là-dessus, il commence à y avoir des vrais gaps entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. Hein. On a quand même de plus en plus des conflits à gérer parce qu'ils se comprennent pas. Hein. L'autre point, c'est protéger la réputation de l'entreprise. Alors vous voyez, quand on présente mes clients, l'image que ça peut avoir. Alors je vous présente Orange. J'ai intervenu chez Orange. Ils font des trucs bien aussi, hein, je vous rassure, ça va quand même mieux. Mais vous voyez l'impact global et à long terme que ça peut avoir quand on ne maîtrise pas ce type de sujet dans une entreprise. Encore une fois, parce que ça renvoie à une obligation sociétale. Ce n'est plus normal, vous voyez, qu'il y ait des personnes qui puissent être en mal-être en lien avec le travail. Un des points sur lequel vraiment je vous alerte, c'est sur le fait que même quand ça va bien, en tout cas vous pensez que ça va bien, dans votre entreprise, le fait de ne pas avoir de démarche proactive, le jour où il y a le moins de problèmes, vous n'avez rien sur lequel vous appuyer en termes de gestion de crise, en termes de communication de crise. Je vais vous donner un exemple concret que j'ai régulièrement, malheureusement. Vous avez, imaginons, donc une entreprise dans laquelle ça va globalement bien, il y a quand même une petite partie un peu de réfractaires, et malheureusement, pour tout un tas de raisons, parce que notamment quand on gère une usine, il y a un taux de suicide qui est plus important parce que c'est sociétal, vous avez un des collaborateurs qui se suicide. On ne sait pas très bien les causes, mais très rapidement, vous avez le journal local qui vient, parce qu'une partie des réfractaires l'a informé que, bien entendu, la cause, c'était l'entreprise. Sur ces sujets, c'est toujours très très compliqué.
Manque de peau, l'entreprise n'a jamais rien fait là-dessus. Comment elle répond que c'est pas elle le méchant? Elle n'a aucun élément sur lequel s'appuyer. Oui, donc, elle peut dire, mais vous savez, l'ambiance est bonne et autres, mais il n'y aura pas d'élément proactif de communication par rapport à ces situations. Et malheureusement, on est obligé d'anticiper cette dimension de la communication également. L'autre point, c'est limiter normalement, vous serez plus déprimé à la sortie. Je vous préviens juste. Non, trop de psychologie positive, on n'a plus personne dans le cabinet, là, c'est inadmissible. Alors, donc, l'autre point, c'est limiter la juridisation, voilà, de la vie d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout passe par du juridique. Quand on a des conflits, plutôt que de dire « je m'entends plus avec un tel », on va dire « il y a du harcèlement ». Ouais, on va être tout de suite sur un terrain juridique. On se sépare, plutôt que de se dire « on se sépare », on va dire « combien tu me donnes ?» Vous voyez, on va être sur du juridique. Vraiment, vous avez une tendance très très forte à du juridique. C'est évident, on l'observe toujours sur le terrain, quand il y a des problèmes de qualité de vie au travail. Et je vais vous donner un secret, même si vous payez très très bien les collaborateurs et qu'il y a beaucoup de pognon dans l'entreprise, eh ben ça suffit pas de régler les problèmes avec des chèques. Et c'est clair que par contre, s'il y a des problèmes de qualité de vie au travail, on va avoir en permanence des contentieux, des enquêtes harcèlement, des trucs comme ça. Les RH ne font plus que ça. Hein. J'ai des boîtes qui littéralement ont des très bons chiffres d'affaires, beaucoup d'argent, des salaires très élevés, et où la fonction RH dit « mais je ne comprends pas, je passe ma vie à régler des problèmes juridiques ». Ben c'est sûr, le manager passe devant ses collaborateurs, leur dit même pas bonjour. Ils peuvent être bien payés, mais à un moment donné, il va y avoir un problème relationnel. Hein. Le problème de l'argent, c'est qu'en fait, on le perçoit au début, puis après, on ne le perçoit plus qu'on est bien payé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on perçoit surtout ce qu'on voudrait avoir en plus. C'est un peu en psychologie, on appelle ça l'habituation hédonique. C'est-à-dire que quand on est très content au début, puis très, très rapidement, comme on n'est plus en contraste, on ne le perçoit plus, en fait, et puis on se compare aux autres. Et généralement, on se compare aux autres un petit peu au-dessus, quoi. Alors, on se compare pas aux autres en dessous. On va se dire, mais oui, non, mais t'as vu le chef, il a une plus belle voiture. Voilà. Donc, tout l'aspect argent ne règle jamais les problèmes de qualité de vie au travail dans les entreprises. Par contre, c'est clair que quand il y a des difficultés là-dessus, on le voit très vite en termes de problèmes juridiques et contentieux. Et puis le dernier point, je l'ai évoqué, éviter les crises sociales, notamment un mécanisme qui souvent n'est pas perçu dans les boîtes. Quand vous avez ces problèmes de qualité de vie au travail, les gens vont avoir de la colère. Cette colère, la plupart du temps, va devenir une espèce de colère sociale, partagée socialement. Mais comme ça devient un phénomène de groupe, elle n'est pas tellement pensée, et là, vous risquez d'avoir dans une entreprise ce qu'on appelle une dynamique paranoïaque de groupe. C'est-à-dire que vous avez le groupe qui commence à chercher un bouc émissaire pour expliquer le fait qu'il souffre. Alors souvent, le bouc émissaire, c'est qui? Le chef. Alors, soit vous avez du bol, il y a des boucs émissaires internes, c'est-à-dire qu'ils en sacrifient un de temps en temps dans l'équipe, avec tous les ce que ça comporte. Mais quand il n'y en a plus, il faut bien se retourner vers quelqu'un. Si en plus vous avez un leader implicite dans le groupe qui a envie de prendre le pouvoir ou qui a envie de vous embêter parce que je ne sais pas pourquoi, dans sa vie, son papa était pas gentil, donc il vous embête, eh ben c'est bon, hein. Vous allez avoir cette dynamique qui va être amplifiée, et c'est un phénomène de groupe. Un phénomène de groupe par essence, les gens se déresponsabilisent, ne pensent pas. Hein. Donc quand on ne favorise pas la qualité de vie au travail, l'impact que nous on observe, c'est ces dynamiques paranoïaques de groupe qu'on va devoir gérer par la suite et qui sont très très compliquées à régler. Vous en avez d'ailleurs qui deviennent structurelles. Pour info, je l'ai souvent eu dans les écoles. Les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, tout ça. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des historiques avec des dettes de reconnaissance. Donc à chaque nouveau chef, il y a cette dynamique qui s'installe et à chaque fois ils se font virer. Donc c'est des choses qui peuvent devenir un peu structurelles par la suite. C'est l'une des difficultés.
Ça va, c'est clair sur les enjeux. Donc quand je vous dis ça, c'est pas on parle pas des problèmes de risques psychosociaux de qualité de vie au travail en disant c'est le truc en plus quand on a le temps. Non, ça ne fonctionne pas une boîte si on n'est pas professionnel sur cette dimension, si on n'est pas sérieux sur cette dimension. Moi, je le dis souvent, un manager qui s'intéresse pas aux hommes, à comment ils vivent les choses, c'est pas un manager, c'est quelqu'un qui s'est trompé de carrière. C'est peut-être un super expert, mais c'est pas un manager. Comme on dit à Paris, la dernière fois je discutais avec un taxi, je lui disais mais vous en avez pas marre des embouteillages? Il me dit si vous supportez pas les embouteillages, faut pas être taxi. Et là, je dis souvent aux managers, si vous supportez pas les hommes, faut pas être manager. Parce que c'est au cœur, c'est central. Je fais une petite matrice au fur et à mesure. Alors, je l'ai appelée Midori parce que je savais pas comment l'appeler, c'est très original. Qui croise deux choses. Engagement et employabilité. Alors, l'engagement élevé, c'est un engagement qui est psychologique, un engagement émotionnel. On est engagé fortement quand on a un lien émotionnel, un lien positif à quelque chose. Donc, imaginons, vous avez quelqu'un qui a un engagement élevé, donc on va dire quelqu'un qui sort de l'ISTP, jeune ingénieur, qui a déjà un peu travaillé mais qui a la gouache, qui arrive dans son nouveau job, il est super content, donc il est hyper employable. C'est-à-dire que là, il se sent utile, désirable, il sent vraiment que là, ça fit bien avec la boîte et que sur le marché, bon, ingénieur, ISTP, tout ça, il n'y a pas de problème, il retrouvera du boulot quand il veut. Donc, il est plutôt rassuré. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on va observer? Il va être en extra rôle quand il va rentrer dans la boîte. Donc, on va le mettre sur l'équipe difficile, hein, généralement, parce qu'on va se dire que comme lui, il a encore un peu de jus, on va le mettre sur l'équipe difficile. Donc, on l'envoie sur l'équipe difficile, et puis là, on lui dit, il va falloir que tu fasses, tu vois, tout ça là, tu vas faire passer en lean manufacturing. Ok, t'as 6 mois. Moyenne d'âge de l'équipe, 50 ans. Ah. Ok, j'y vais, on va y aller. Bon, alors il y va, il organise tout, ça se passe, il compense, quoi, c'est un peu difficile, mais quand même, il fait les efforts, tout ça. Il va voir son chef, qui est jamais là, parce que comme le siège social maintenant est à Zurich, il est obligé d'être à peu près 1 semaine sur 2 en déplacement pour faire de l'optimisation fiscale, non, de la gestion budgétaire. Et non, il essaie de le contacter par téléphone, de lui envoyer des petits mails, tout ça, bon, pas de réponse. Difficile. Il essaie d'avoir ses collègues de l'équipe qui, bon, déjà, se disent, attends, il a fait l'ISTP, là, pour me piquer mon job. Moi, déjà, la dernière fois, je devais être promu, je n'ai pas été promu. Alors, il va se casser la figure avec son équipe difficile, je vais le laisser tranquille. Mais il est à fond, il est en extra rôle. Il est prêt à faire plus que ce qu'il y a dans son contrat de travail. C'est ça l'extra rôle en psychologie. On va faire plus, il va pas compter les heures, il va pas regarder à chaque fois ce contrat de travail pour dire est-ce que je fais ceci ou je fais cela. Il marche dans la ligne, il voit qu'il y a un truc qui est mal rangé, c'est pas la sienne, il le range. S'il y a des suggestions d'amélioration à faire, il le fait. Si on lui demande la réunion transversale en plus, il va le faire. Bon, mais en même temps, la RH lui dit, ce serait bien que tu ailles te former à Paris, on a un nouveau programme. Oui, mais on m'a dit qu'il fallait que je sois à fond avec mes gars sur le terrain. Oui, mais tu sais, il faut que tu sois à Paris en même temps. Puis la finance qui dit, il faut pas que tu te déplaces, on est en économie. Bon, ben, je vais y aller sur mes deniers, je suis en extra rôle, donc il y va. J'ai déjà entendu quand même, hein, celle-là. Hein. Donc il y va, tout ça, puis là il arrive au bout d'un an à son entretien annuel d'évaluation. C'est le truc où il y a un feedback une fois par an. C'est quand même très efficace. Le principe du renforcement positif, il faut le faire immédiatement. Vous voyez, c'est déjà... bon, enfin bon, bref. Comme ça occupe, vous savez, tous les sièges, le reporting. Donc il arrive et il fait son entretien annuel d'évaluation. Alors son chef, qui l'a pas beaucoup vu, lui dit c'est très bien, très très bien ton application, bravo, je suis super content. Par contre, il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas, parce que en plus tu es en retard sur le lean manufacturing. Faut que tu y ailles, hein. Faut pas que tu te laisses faire. Hein. Ça va, c'est clair?
Bon. Alors, une deuxième année comme ça, là, parce qu'il a vraiment du jus. Hein. Il a vraiment, il a été sélectionné, tout ça, il a vraiment du jus. Bon. S'il perdure une troisième année dans ce type d'environnement-là, qu'est-ce qui risque de lui arriver? Hein, burn-out? Peut-être qu'il va se faire casser la gueule par un de ses collaborateurs. Alors, oui, il va péter les plombs. Donc, il a un choix, c'est le premier choix, je pars. Donc là, l'entreprise a perdu un talent, il n'est plus dans la matrice, il est parti. Deuxième, il est en burn-out. Donc là, pareil, il est out du travail, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, il n'est plus là. Bon, mais la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas attendre ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer le niveau d'engagement. C'est un processus d'adaptation. On va se désengager progressivement. Donc là, il va progressivement aller dans la position de mercenaire. C'est-à-dire, il va ne faire plus que ce qu'il y a dans son contrat de travail. On dit, il faut que tu ailles te former, tu sais, à Paris, mais il faut que tu te déplaces, mais il faut que ça soit gratuit, tout ça. Il va dire, ah non, je peux pas, là j'ai un audit hyper important ce jour-là, j'ai une réunion, je peux pas. Il va plus le faire. Lean Manufacturing, il va dire, ok, on va faire ce qu'on peut, je me fais virer, je m'en fous. Il passe, il y a un truc qui est mal rangé, bah c'est mal rangé, il va prendre son café. On lui dit, bon, quand même, il faudrait faire une petite réunion transversale, là, ce serait important. Ah, je peux pas, j'ai piscine. Il ne fait plus que ce qu'il y a dans son contrat de travail. Il est devenu mercenaire. Pour se protéger. C'est pas son état d'esprit. L'extra-rôle, c'est ça le vrai besoin psychologique. On a tous besoin d'être dans cette espèce de flow créatif. L'élan vital, c'est de vouloir être dans l'extra-rôle. Je ne parle pas de surengagement. Hein. Je ne dis pas les gens doivent être surengagés, être en burn-out. Non, ils doivent être dans cette espèce d'extra-rôle. Ils sont bien, ils sont dans le bien-être au travail. C'est naturel. Mais là, malheureusement, pour se défendre, il s'est mis en position de mercenaire. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème pour lui? C'est qu'il reste maintenant dans sa zone de confort. Il est sur sa petite île déserte, là, sur son caillou. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le bateau qui passe, la stratégie qui évolue, le contexte, les outils. Mais lui, il ne va pas le faire de manière proactive. Si on ne va pas le chercher, il reste sur sa zone de confort. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'employabilité progressivement? Ça baisse. Et là, il n'est plus tellement engagé, mais en plus, il se dit « Ouh, je ne suis pas sûr de retrouver du boulot ailleurs ». Donc, il va se mettre psychologiquement en position de présentéisme. C'est-à-dire que la personne est là, mais elle va faire même moins que son contrat de travail. Parce qu'elle est soit un peu déprimée ou un peu anxieuse, c'est-à-dire qu'elle a quand même un peu abîmé psychologiquement toutes ces étapes, ou complètement démotivée. Ça va, c'est clair? En moyenne, on a sorti l'année dernière le premier baromètre du présentéisme au travail. Qui l'a lu? Ça marche bien, c'est important. Dans ce baromètre-là, parce qu'on mesure la perte d'efficacité qui est en lien avec la qualité de vie au travail, on évaluait que le présentéisme coûtait plus cher que l'absentéisme. L'hypothèse base qu'on a fait, c'est que ça coûte 17 milliards sur la masse salariale française par an. Ben oui, vous avez une personne qui est là, qui ne bosse pas. Ça coûte plus cher que la personne que vous remplacez. Hein. Ouais, au bout d'un moment. Et si vous prenez, c'est un coût complètement insidieux parce que c'est un coût caché. Alors, je vous donne quelques petites stratégies de présentéisme. Vous avez par exemple la personne qui va pointer. J'avais ça dans un bâtiment, les personnes pointaient. Elles allaient dans un autre bâtiment pour manger. Donc, bien sûr, elles pointaient au premier bâtiment. Elles arrivaient. Elles prenaient leur plateau repas. Elles s'installaient, puis elles redescendaient. Et elles pointaient au deuxième bâtiment, puis après, elles allaient manger. 2 heures. Mais sur la pointeuse, il y avait une demi-heure. Donc, elles récupéraient après. Vous savez, c'est les personnes qui vont être derrière l'ordinateur qui disent « Tu bosses ?»« Ah ouais. »
Et puis par contre, ils vont tous vous envoyer les emails à partir de 6 heures du soir jusqu'à 21 heures, parce que c'est le moment où eux, ils ont bossé, et tout le monde se dit, ah, il est en surcharge, celui-là. Alors, quand c'est avec des opérateurs, les stratégies de présentéisme, on envoie des magnifiques. Hein. Ça va même jusqu'au sabotage. Pour que la machine soit cassée, hein, c'est bizarre. À chaque fois qu'il y a le match de foot de l'équipe de l'usine, la machine va casser une semaine avant. Il y a une corrélation. Donc ils ont décidé d'arrêter l'équipe de foot. Ça n'a pas marché. Non mais vous voyez, on va être dans des stratégies comme ça. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, la personne, elle est dans une cage dorée et elle est quand même désengagée. Alors quel est le problème ? C'est qu'en termes d'estime de soi, on est content d'être dans cette situation, sincèrement. Il y a des gens, on pourrait croire. Mais au fond, comment on est en termes d'estime de soi ? C'est pas terrible, hein ? On l'a un peu au fond des chaussures, là. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour se protéger psychologiquement ? On va fanfaronner, comme les élèves, les mauvais élèves dans les classes. Puis 2, on va trouver des camarades. Hein. On va créer un groupe. Ça, c'est vraiment comme dans les salles de classe. Au fond, là, ta vie, on bosse pas, super. Mais en fait, ils créent une illusion de groupe pour se protéger d'un truc, c'est qu'au fond, ils sont pas très fiers d'eux. Mais ils utilisent le groupe pour se préserver en termes d'estime de soi. Donc ça va créer des groupes, l'équipe là de cinquantenaires, à qui le gars tout seul, on lui a demandé de tout rétablir la situation. Ça va, c'est clair ? Je vous donne que des exemples théoriques. Hein. Ça n'arrive jamais en entreprise, mais c'est au cas où, ça pourrait illustrer éventuellement peut-être des situations que vous avez déjà rencontrées. Alors vous voyez qu'il reste une case, qui est la case de la victimisation. Qu'est-ce que ça veut dire la victimisation ? Vous avez une situation dans laquelle vous avez une personne, imaginons, qui travaille, je ne sais pas moi, pendant des années dans un groupe qui s'appelle, alors je ne sais pas si ça existe, mais ISTB. Quelqu'un a une entreprise ici qui s'appelle ISTB ? Je l'invente comme ça, mais ça fait des années que la personne, par exemple, elle travaille au niveau de la R&D d'ISTB sur le site. Ok ? Ça fait des années. Elle a quasiment un tatouage ISTB ici. Toute sa vie, tout son relationnel, les gens l'apprécient. Il y a un problème, c'est que ce mec, il est caractériel. C'est-à-dire qu'on ne peut rien lui dire sans qu'il hurle. Donc tous les managers, courageusement, lui ont toujours fait un super feedback dans l'entretien d'évaluation en lui disant « T'avais problème de performance ?» Non. Non, tout va bien, parce qu'ils savaient, d'une part, qu'il allait s'énerver, et que d'autre part, ils allaient avoir tout le monde sur le dos. Sauf que le gars, vraiment, il est resté, lui, depuis très longtemps dans sa zone de confort, et que le bateau, il est sur un autre continent. Hein. Donc, vous avez le nouveau manager, là, qui est en extra rôle, Tayo, qui arrive avec ce gars-là, et qui lui dit ça peut pas continuer, quoi. Donc, il lui fait un entretien de recadrage. Il dit, par exemple, vraiment, il faut que tu te formes beaucoup mieux à la méthode Lean, donc je t'envoie en stage. Donc il va en stage et tout, il revient, alors ? Ouais, mais ça me confirme que c'est quand même mieux ma méthode. Hein. Donc là, le manager un peu, qui est un peu impulsif sur le moment, qu'est-ce qu'il fait ? Je te fais un entretien formalisé dans lequel je t'explique que franchement, ça va pas du tout. Là-dessus. Et en fait, il lui sort tous les trucs qu'on aurait dû lui dire avant, quoi. Depuis 15 ans, donc ça fait une longue liste. Mais là, il peut pas comprendre, lui. Hein, l'environnement, ça fait 15 ans qu'il lui dit « Non, il n'y a pas de problème, tout le monde t'adore. » Donc dans sa tête, il se dit quoi ? Ouais, je suis harcelé. C'est personnel, il a un problème personnel avec moi. Donc là, il dit harcèlement. Il va avoir le délégué du personnel, va voir la RH. Et là, tout le monde panique parce qu'on se dit c'est lui quand même. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde s'occupe de lui. On va voir le chef, on dit
Et là, le gars, là, psychologiquement, dans son inconscient, qu'est-ce qui se passe? Il devient accro à la position de victime. Parce qu'il y a des bénéfices secondaires à ça. Ah, il vient de choper un truc essentiel. Si je me mets en position de victime, j'ai de la bienveillance et de la déresponsabilisation. Je peux dire que c'est pas moi le problème, c'est les autres. Donc on règle son problème. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ah, mais vous avez vu où on a mis mon bureau? Il est à côté des toilettes, ça prouve bien qu'on me déteste. Bon, alors on le déplace. Mais vous avez vu, vous m'avez mis avec un jeune collaborateur, vous savez très bien que je vais pas avec lui. À chaque fois, ça devient un processus de victimisation. La personne se met en position en permanence dans cette position parce qu'il est devenu accro aux bénéfices secondaires de la position de victime. Ça va, c'est clair? C'est l'environnement qui l'a conditionné à ça. Bon, il y avait sans doute une petite tendance naturelle. Hein. Bon, alors il y a deux trucs. Hein. C'est que soit en tant que manager, c'est vous qui allez vous le taper. C'est vous qui avez enclenché le processus. Hein. Vous êtes le cas numéro 1. Ou soit vous reprenez le gars qui est déjà là-dedans. Bon, quelques conseils, suggestions rapides avant de voir qu'il y a d'autres risques psychosociaux. Sur les extra-rôles, mon conseil est très simple. Picouse quotidienne de reconnaissance. Vous pouvez le noter, c'est important. Quel est le problème des extra-rôles? C'est ceux dont on ne s'occupe pas et c'est à ceux dont on refile le boulot dont personne ne veut. C'est génial, ça s'appelle renforcer négativement un comportement positif. Hein. Donc, la plupart d'entre nous, en tant que manager, qu'est-ce qu'on fait? On s'en occupe plus. C'est eux qui font tourner la boutique. Petite suggestion vis-à-vis des mercenaires. Eh ben, il faut les sortir régulièrement de leur zone de confort. Le risque avec eux, c'est que quelque part, bon, ça va, vous les sentez pas tellement motivés, mais ça va. Donc on les laisse tranquilles. Mais progressivement, là, ça va pas remonter vers le haut, hein. Ça va faire ça. Le devoir du manager, c'est vraiment de faire un coaching serré avec ces personnes-là pour les faire sortir régulièrement de leur zone de confort et qui conservent leur employabilité. Donc il faut quand même du feedback et de l'accompagnement. C'est important. Sur les gens en présentéisme, on en revient au même truc. Hein. Le plus important, c'est de continuer d'avoir de l'exigence en termes de performance avec ces personnes. Pourquoi? Si on ne le fait pas, c'est la double peine. Vous êtes en train d'envoyer le message, comme un prof avec ses élèves dans une classe. T'es mauvais, tu joues aux mauvais élèves, eh ben t'as bien raison. Oui, il y a une forme de respect à continuer à avoir de l'exigence avec ces personnes-là. Le problème, c'est qu'il faut le faire graduellement. Il ne faut pas attendre le point bas. Vous voyez, il ne faut pas attendre que ce soit la catastrophe pour leur dire « t'es là, il faut que tu remontes là ». Il faut y aller étape par étape, quitte à baisser le niveau de performance attendu. Hein. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'il faut rentrer dans une dynamique dans laquelle il faut progressivement les faire retourner à un seuil de performance normal. Il ne faut pas les laisser glisser jusqu'au point bas. Une des techniques également possibles, c'est aussi de changer le poste. Hein. Vous savez, quelqu'un qui est à un moment en présentéisme, hein, vous le changez de poste, il peut revenir en extra rôle. Le problème, c'est quand vous avez des entreprises qui ont laissé des gens comme ça très longtemps. Je vais même dire une chose qui est très importante. Si vous avez une équipe dans laquelle il y a une majorité de personnes comme ça, il y a un moment donné, la seule solution en coaching qu'on a vu qui marche, c'est de faire partir un certain nombre de ces personnes et de réinjecter une dose massive de talent. Parce que tout le reste va créer des dynamiques de groupe très négatives entre le manager et les collaborateurs. Il va enfermer chacun dans un rôle de bouc émissaire, de sauveur, de méchant, et on n'en finit pas, et on réintroduit de l'énergie là-dedans, et à un moment donné, il faut casser le cycle. Ça va, c'est clair ? Sur les gens en victimisation, je pourrais en dire plein là-dessus, mais voilà, je vous donne les suggestions les plus importantes. Sur les personnes en victimisation, le plus important, c'est de trianguler la relation. C'est-à-dire que si un manager est perçu comme étant le méchant, c'est pas lui qui va accompagner la performance de la personne. Hein. Donc il va falloir trianguler avec une tierce personne.
Ce qui va être important à ce moment-là, c'est de déterminer si cette tierce personne est considérée comme suffisamment neutre par les deux parties. Pourquoi? Parce que sinon, le risque, c'est que vous réintroduisez une tierce personne, ça va être considéré comme un clan d'un côté, donc l'autre va constituer son clan, et vous allez avoir une propagation autour de cette problématique relationnelle qui va se transformer en plusieurs clans qui s'affrontent, avec chacun avec son armée. Donc tout l'enjeu dans ce type de situation, à chaque fois, ça va être de bien choisir la personne qui est considérée comme la plus neutre possible. Ça va? C'est clair? Par exemple, la médiation, c'est un très bon outil, mais par exemple, dans ce type de situation, il faut que ça soit... D'ailleurs, c'est un outil aussi de deuil pour ces personnes qui vivent un deuil, finalement, et qui ont du mal à accepter. Le professionnel peut être là aussi pour, quelque part, par du symbolique, par son intervention, favoriser ce travail d'accompagnement psychologique. Mais là, il faut vraiment choisir quelqu'un qui soit perçu comme très neutre par tout le monde. Alors, on va passer maintenant aux principaux obstacles de la qualité de vie au travail. Le premier obstacle qu'on a dans la plupart des organisations, c'est pas un mystère, c'est la surcharge de travail. Pourquoi ce sentiment de surcharge de travail? On est quand même aux 35 heures, on a des vacances. Il y a un Français là qui devient vice-président chez Toyota, il est en train de se battre pour avoir des vacances. Le premier acte managérial, c'est j'ai des enfants, j'ai une femme, je vais avoir des vacances comme tout le monde en Europe, quoi. Et les Japonais ils disent, t'es malade ou quoi? T'es dirigeant? T'as plus de vacances maintenant. On pourrait se dire quand même en Europe, on est gâté là-dessus. Et non, vous avez des gens qui ont une impression de surcharge. Pourquoi? Parce que c'est pas uniquement une question de quantité de travail, mais aussi d'intensification du travail. Point essentiel déjà sur la charge en elle-même. Elle est devenue mobile. Vous voyez, même quand on travaille dans l'industrie, on travaille sur des projets. Comment on travaille? On a fini la journée de travail. On ne va pas démonter l'usine et la ramener chez soi. Ben si. On prend un ordinateur, on prend même un smartphone, on a toute l'entreprise chez soi. Il n'y a pas si longtemps, je faisais une conférence de ce type-là. À la pause, vous avez quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, vous savez, la dernière fois, j'étais avec mon BlackBerry, j'envoyais des emails aux toilettes. Bon, on l'a tous fait. J'entendais bip à côté, puis moi, bip là. Vous prenez le TGV à 6 heures du matin, vous avez tout le monde qui est devant l'ordi comme ça. Une des choses qui a changé, c'est que le travail est mobile. Donc c'est très difficile de mettre un frein, vous voyez, parce que c'est plus du matériel, c'est de l'immatériel qu'on gère. Même en vacances, on peut bosser toutes ses vacances avec les ordis. Ouais, ça c'est une des problématiques. Deuxième problématique, c'est que de plus en plus, on gère une quantité d'informations qui est impossible à traiter pour un cerveau humain normal. Donc on est très régulièrement en surcharge cognitive, en surcharge mentale. Vous savez, on a 4 heures de concentration réelle dans une journée. En gros, si vous faites vraiment du travail intellectuel, votre capacité de concentration très très forte, c'est 4 heures. Pourquoi? Parce que 80 à 90% de nos actions, elles sont automatiques. Vous savez, quand vous rentrez chez vous, vous ne vous rappelez plus de la route. C'est signe de surcharge. Faire attention, c'est-à-dire que vous étiez en train de rouler de manière automatique. On a une tendance naturelle, le cerveau marche à l'économie, on fonctionne par des automatismes. Or, de plus en plus, on traite de l'info sur mesure, on traite des problèmes complexes. Donc, qu'est-ce qui se passe? La problématique, c'est que on est en surcharge. Vous savez, quand vous vous réveillez à 4 heures du matin et que vous êtes en train de faire votre to-do list. Qui l'a déjà eu ça? Dans certains, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est au passage du cycle, si vous avez de l'info en mémoire de travail, en fait, ça va libérer de l'adrénaline et ça vous dit, il faut que tu te lèves, là, t'as pas fini. Surcharge mentale. Et la troisième surcharge qu'on a, c'est la surcharge émotionnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que de plus en plus, quand on est en mode projet, dans la matrice,
eh ben, on doit jouer des émotions qui ne sont pas celles qu'on vit réellement. Je vais le dire plus simplement. En gros, on doit être hypocrite toute la journée. Alors, quand on est manager, c'est encore pire. Je vais vous donner une petite anecdote personnelle. Moi, j'ai été manager jusqu'à 60 psy. Donc, je vous raconte pas les entretiens annuels d'évaluation. Donc, par exemple, donc consultant, hein, des premiers entretiens, mais tu sais, il y a un problème, il faudrait que tu nous donnes tes notes de frais plus rapidement, parce que sinon on peut pas refacturer au client, c'est un problème. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe dans notre relation? Non, c'est pas ça le problème. Je te répète. Oui, mais tu veux qu'on en parle, il y a un problème de relation. Non. Premier entretien. Bon, vous avez pris votre petit café, vous êtes en forme, tout ça. 4e de la journée. Alors, je voulais te dire, gentiment, il y a un problème, il faudrait que tu nous donnes plus rapidement tes notes de frais. Gna, 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 gna. Oui, mais qu'est-ce qui se passe dans la relation? Et là, vous sentez qu'il y a une dose d'émotion là qui est un peu supérieure au début de journée. Vous maîtrisez plus les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure de la journée, là, j'ai été frustré, en colère. Ça a libéré de l'adrénaline. Hein? Et je l'ai conservé là au fur et à mesure de la journée. Est-ce que je peux m'énerver sur mon collaborateur? Non. Chaque fois, je lui dis, ouais, on aime bien, mais je t'écoute. Quelles sont tes solutions? T'es mignon. Dans la tête, vous l'imaginez comment, là, à la fin de journée? Ce qu'il faut savoir, c'est 99% du temps de l'espèce humaine, on a vécu dans une grotte. Hein. Ça fait qu'1% du temps qu'on est sorti de la grotte, y compris le Moyen-Âge. Hein. Donc ça fait vraiment pas longtemps qu'on a compris que le mode relationnel, c'est pas taper avec le gourdin. Sauf que le cerveau, il date de cette ère-là. Hein. Il n'y a eu aucune évolution génétique entre-temps. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ah oui, je comprends. Qu'est-ce qui se passe? Libération d'adrénaline, en fait, c'est, vous savez, l'émotion en latin, c'est préparation à l'action. Colère, ça veut dire, je vais lui taper dessus, hein, pour le cerveau. Donc, pourquoi il libère de l'adrénaline? Parce que là, il y a du sang qui se met dans les jambes. Parce que pour sauter, c'est mieux. Hein, vous avez les trapèzes là qui commencent à se contracter parce qu'on est en train de protéger la nuque. Hein, en mode combat, c'est mieux. Votre vision devient périphérique, c'est plus rapide. Donc si vous avez quelqu'un comme ça, il faut vraiment se méfier. Hein, il est dans la grotte. Il y a du sang qui va se mettre autour du cœur pour le protéger. Tous ces processus-là, ils datent de cette ère-là, ils sont encore activés. Hein. Donc là, vous êtes prêts là. Et là, j'ai mon psy là qui me dit qu'est-ce qui se passe dans la relation là. Je fais quoi? Je t'écoute. Donc au niveau physiologique, là, je suis comment à la fin de la journée là? Je suis un peu contracté. Là, je rentre chez moi, je me dis je vais faire à manger, je vais me détendre, tout ça. Puis là, j'ai ma femme qui arrive. Ah, c'est un peu froid. Vous avez votre enfant qui arrive avec le carnet là ce soir-là. Mais j'ai eu 15. Oui, mais c'était pour me détendre. Bon, vous voyez, quel est le problème? C'est que de plus en plus d'entreprises, on doit stabiliser notre comportement, alors même qu'on a des vécus émotionnels. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la dissonance émotionnelle. Il y a eu beaucoup de recherches là-dessus qui montrent que c'est un vecteur très très fort de maladies, y compris ça va créer des burn-out, mais aussi ça peut créer des problèmes de cancer, ça peut créer des problèmes de maladies cardiovasculaires. Ça agit de manière très très forte sur le corps. Donc si vous avez à la fois une charge très mobile, très compliquée à gérer, très cognitive, et à la fois très émotionnelle, comment vous finissez la journée même aux 35 heures là? Vous êtes devant la télé. Comme ça. Là, c'est la batterie qui récupère. Là. On branche, low batterie. Ouais, c'est ça le problème de la surcharge de travail. L'un des points essentiels là-dessus, c'est plus on échange avec l'autre, plus on a l'occasion de discuter entre pairs de sa charge, moins elle est importante psychologiquement. Pourquoi? Parce que, d'une part, je vais voir mon collègue, je dis, tu sais, il m'a encore fait le coup de la relation, là. J'ai une note de frais. Ah ouais, qu'est-ce qu'il est con, celui-là. Ah ouais. Et ça fait du bien. Est-ce que là, au moins, on s'exprime, on peut être un peu agressif, tout ça, on est content.
Ouais. Et puis au niveau émotionnel, au niveau cognitif, quand vous avez des problèmes, vous en parlez avec l'autre, ben, il réfléchit avec vous. Ouais, quand on se sent l'unique propriétaire d'un problème, c'est là où on est vraiment très stressé. C'est pas une situation qui doit perdurer. Ça va, c'est clair là-dessus? Vous voyez qu'il y a déjà quand même beaucoup de travail dans les entreprises sur cette dimension. L'autre point, c'est, parce que ça se surajoute, on est en matriciel, donc comment on peut définir un système matriciel? Je vous donne ma définition académique, c'est un grand bordel qui marche quand même. J'ai toujours pas compris comment ça marchait. Qu'est-ce qui s'est passé? La matrice, c'est quoi? C'est des gars qui sont comités de direction, dont chacun a une partie du territoire et qui doivent surtout pas se coordonner entre eux. Mais qui, pour exister, vont chacun envoyer une petite injonction. Ça va? Non, c'est pas comme ça que c'est décrit, mais le fonctionnement réel, il faut jamais s'attendre à ce qu'il y ait de la coopération là-haut, parce que chacun est sur son territoire, et le but du jeu, c'est de dire, tu viens pas empiéter sur mon territoire, j'empiète pas sur le tien. Donc, le manager opérationnel en dessous, là, qu'est-ce qu'il doit gérer? Des injonctions contradictoires. Hein, vous avez la finance qui dit, alors, plus de déplacement, puis vous avez la RH qui dit, tout le monde va se former. Vous avez les achats qui disent, on va faire de la merde, ça coûte moins cher, et puis vous avez la qualité qui dit, ah, le client a dit qu'il fallait encore rajouter une couche de qualité. Bon, alors on a inventé un truc super important pour gérer la matrice, parce que du coup, comme il ne gère pas par le haut, on a dit, maintenant tu es autonome et responsable. Donc vous avez le manager, on lui dit, alors tu dois gérer toutes ces différentes injonctions paradoxales. C'est ce que j'appelle l'autonomie paradoxale. Les gens sont dits autonomes, mais en même temps, ils doivent gérer en permanence des paradoxes. Donc quel est le problème de ce mécanisme? Mais imaginons que vous avez quelqu'un qui est en extra-rôle et qui est en plus un peu perfectionniste. Donc c'est-à-dire que lui, il n'a pas compris le jeu, il pense qu'à chaque fois qu'on lui demande quelque chose, il doit bien le faire. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est un peu stressé, quoi, parce que là, il va essayer d'être là, en même temps, il est là. Donc, voire même, il va être pourtant, malgré ses efforts, un peu mou. Mais son chef, là, attention, hein, il a fait le séminaire « Coacher, c'est gagner ». Je ne sais pas si vous l'avez fait, c'est très bien. Et on lui a dit « Ah, quand il y a une situation comme ça, il faut te poser une question. » Donc, il se pose une question. Et là, il se dit « Je sais ce que c'est. » Il résiste au changement. J'ai fait une petite séance de coaching, comme on m'a appris. Alors, tu sais, ce qu'on t'a demandé, c'est à la fois donc de réduire la qualité, mais de l'augmenter, de former tes gens, mais sans qu'ils se déplacent, d'être au contact, mais en même temps très distant, parce qu'il ne faut pas que tu te laisses savoir par les opérateurs, que tu sois dans le programme corporate, mais en même temps, il faudrait que tu n'y sois pas parce que tu n'as pas le temps. Ça va, c'est clair? Parce que je crois que je n'avais pas clarifié les objectifs stratégiques. Et puis un peu le sourire, hein, s'il te plaît. Donc qui ressort, il est comment là? Il est bien, hein? Bon, mais le dirigeant là, manager, il a fait la séance 2 de coacher, c'est gagné. On lui a dit, ce qui est important, c'est de suivre le coaching. Donc il le suit là en coaching. Ça marche pas beaucoup, voire même il est encore un peu plus mou, quoi. Donc là, il se dit quoi? Ah, mais je sais, j'ai appris en cours. C'est pas de la résistance au changement, ça. C'est une personnalité difficile. Allô, la RH, vous pouvez m'aider? Parce qu'il y en a un là, vraiment, il est très difficile. J'ai fait tout ce qu'il fallait, tout ça, le coaching, tout ça, ça marche pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? La RH l'appelle. Ton manager m'a appelé. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que tu fasses de la qualité sans en faire, que tu formes tes gars sans être là, et que tu les envoies en formation sans qu'ils se déplacent. Et puis, s'il te plaît, c'est important pour ta carrière que tu gères bien ton manager quand même. Mais bon, si t'as un problème, je suis là. Hein. Bon, il est comment, là, le gars à la sortie? Hein? Il est pas bien, là. Il est un peu déprimé quand même. Hein, donc, il est vite, il est un peu mou. Bon, mais qu'est-ce qui se passe là? Le manager, il a fait la session 3. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il observe. Et là, il se dit,
Je crois que c'est pire que ça. C'est pire qu'une personnalité difficile. C'est une personnalité fragile. On l'a vu là sur le stress, les risques psychosociaux. Je vais appeler le médecin du travail. Allô, le médecin? Non, je crois qu'il n'est pas apte au poste. Bon, je vous prends un cas complètement théorique. Ça n'existe pas, ce type de situation d'entreprise, je vous rassure. Mais vous voyez, poussé au bout, la logique de l'autonomie paradoxale va, quand le management ne fait pas son boulot, casser les gens qui sont les plus engagés et qui veulent bien faire le travail. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a oublié de faire, ce manager? De prioriser. Le rôle principal d'un manager dans un système matriciel, c'est de clarifier le rôle et de prioriser. À la limite, c'est même plus de contrôler ou de faire à la place de l'autre, de lui montrer comment il devrait faire son boulot. Il a un job prioritaire, c'est de clarifier le rôle et de clarifier les priorités. Parce que ces bonhommes, ils sont en permanence en train de se débattre dans un système qui sécrète naturellement et qui continuera de sécréter des injonctions paradoxales. Quelle est la difficulté? C'est que la plupart des managers, ils étaient formés dans un système pyramidal dans lequel leur job principal, c'était le contrôle. C'était le contremaître. Donc, on a créé une espèce d'horreur où vous avez un système matriciel au niveau de l'organisation avec une culture managériale pyramidale. Alors, si vous mettez un peu de lean management là-dedans, avec un petit décalage travail prescrit, travail réel, c'est fabuleux. Ça va? Voilà, c'est des vraies difficultés aujourd'hui. Et les managers de terrain, ce qu'il faut leur dire, c'est que c'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Les chefs au-dessus ne comprennent rien. C'est pour ça qu'ils demandent plein de reporting. Ils ne comprennent rien. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui est au milieu de la matrice, en fait, il fait ce qu'il veut. Seule chose, il faut qu'il dise oui. Les chefs, les managers opérationnels qui se débrouillent le mieux, ils disent oui, l'autre au-dessus est content, et puis après ils font ce qu'ils veulent. Parce que de toute manière, si personne ne priorisait dans le système, ça ne marcherait pas aujourd'hui. Donc tout le monde fait des filtres, tout le monde fait des priorités. Sauf qu'il y a un certain nombre de managers qui oublient et qui vont avoir tendance à faire un peu trop de contrôle et un peu trop de... vous voyez, il n'y a qu'un faucon, on t'a donné 15 injonctions paradoxales, il faut que tu les fasses. Et tout ça est corollaire dans le système matriciel, notamment donc avec ce système de reporting. Le reporting dans la matrice, c'est un rituel de réassurance. C'est-à-dire que comme les dirigeants ne sont pas très sûrs de l'importance de leur job, surtout quand ils sont en sièges sociaux, en fait, ils demandent des reportings, ce qui leur permet de limiter leur niveau d'anxiété, tout simplement. Ils ont l'impression d'avoir un peu de contrôle sur la situation. Bon, en même temps, ils contrôlent aussi qu'il n'y ait pas de déviance. Tout ça est exagéré. Mais quand même, il y a un peu de ce truc-là. Mais quel est le problème? Qu'est-ce que ça induit en termes de style de management? Vous avez des pratiques de management dans lesquelles, de plus en plus, ce qu'on reconnaît, c'est le fichier Excel. C'est-à-dire, est-ce que mon manager ou mon opérateur, il est dans le rouge, le vert ou l'orange? Donc, on fait du management par fichier Excel. Souvent, ce que je suis obligé d'expliquer, c'est comme si vous aviez un entraîneur, donc vous aviez l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne, son job, je ne sais pas si c'est très bon en ce moment, j'ai peut-être pas pris le bon exemple, j'ai pas suivi, c'est pas mal. Son job principal, ça serait, il arrive devant l'équipe puis il dit il faut que tu gagnes. Alors idéalement, il faudrait que tu gagnes 3-0. Voilà, j'ai fait mon coaching. Non mais c'est ça le management actuel. Dites non, tu vas voir tel joueur, tu lui dis tiens, il faudrait que tu cours plus, puis d'ailleurs il faut que tu passes plus, toi tu joues pas assez en équipe, toi il faut que tu fasses des efforts aussi sur la défense. On gère des gens et des comportements. Vous voyez ce que je veux dire? On ne gère pas des fichiers Excel. C'est là où il y a de la valeur ajoutée dans le management. Mais le système actuel a poussé beaucoup sur le résultat. Sauf qu'il y a plein de moments où vous avez du résultat, par exemple dans une usine, et c'est de la chance. Ce genre-là, ça n'a pas cassé. Puis il y a des moments, franchement, les gens, ils ont fait un super effort, mais ce jour-là, il y avait un problème. La productivité n'est pas bonne. Quand est-ce qu'on vient leur dire bravo dans le système actuel? Quand on le fait.
dans la première situation. Donc on va créer des dettes de reconnaissance. Pourquoi? Parce que le plus important pour nous, c'est la reconnaissance des efforts, pas la reconnaissance du résultat, de ce qu'on met psychologiquement dans le travail. Reconnaissance des efforts. Voilà. C'est le plus important, la reconnaissance des efforts. Quand vous avez quelqu'un qui est dans cet élan vital, qui est dans l'extra-rôle, il a créé un espèce de musée, vous voyez, en termes d'engagement. Et à un moment donné, la première forme de reconnaissance, c'est quand même que le management s'intéresse à tout son travail. Pas uniquement à ses résultats, à ce qu'il fait. Comment il l'a fait? Quel obstacle il a réussi à surmonter? Qu'est-ce qu'il a mis d'ingéniosité? Qu'est-ce qu'il a mis de lui dans le travail pour que ça fonctionne? C'est très important. Aujourd'hui, une des problématiques principales qu'on a à gérer dans les boîtes, c'est les dettes de reconnaissance. Des gens qui se donnent pour la boîte, qui voient qu'il y a des gens qui foutent rien, que d'autres font semblant d'avoir des résultats en trichant, parce que c'est ça, une des difficultés du management par un résultat, c'est que pousser à l'extrême, ça pousse les gens à tricher. Et puis eux, on ne s'intéresse pas à leur travail réel. On a tous besoin de parler de son travail, hein. C'est essentiel, reconnaître les efforts. Oui, c'est comme les parents avec les enfants. Il y a les parents qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur enfant et qui disent, voilà, si tu as une bonne note, tu auras une récompense. C'est pas du tout le même système que, tiens, tu as fait quoi à l'école, explique-moi. Il y en a un qui a une motivation, ce qu'on appelle autonome, c'est-à-dire que le môme, quand vous intéressez qu'il a cet élan, que vous soyez là ou pas, il va continuer, hein. Par contre, dans la première situation, c'est une motivation dépendante. Si vous n'avez pas, la possibilité de le récompenser, il ne le fera pas. Et puis 2, si vous n'êtes pas là pour le gérer, il ne le fera pas, hein. Donc, ce système pousse de manière absurde par la suite les managers à faire du micro-management. C'est-à-dire, ils passent aucun temps à reconnaître le travail réel, par contre, ils passent leur temps à faire du micromanagement et du contrôle. Quel est l'intérêt? Ça va, c'est clair sur ce point? Le manque d'accompagnement du changement, c'est le corollaire, hein. Il y a des changements continus, des changements de processus, des changements même capitalistiques, des changements organisationnels. Et là-dessus, une des problématiques, c'est que, d'une part, on n'informe pas les collaborateurs, on les met devant le fait accompli. Et deuxièmement, on ne leur donne jamais aucun contrôle sur la situation. Or, c'est un élément essentiel. On a tous besoin d'avoir une dose de contrôle sur notre environnement. La dépression, c'est un mécanisme qui s'explique simplement, c'est de l'impuissance apprise. C'est-à-dire qu'on a appris qu'on ne pouvait pas agir sur l'environnement, donc on se déprime. Quand vous avez des personnes qui sont en permanence en train de subir des changements et qui n'ont jamais aucun contrôle sur la situation, vous êtes en train de leur dire que, effectivement, ils peuvent se déprimer parce qu'ils n'ont aucun contrôle sur leur vie, aucun contrôle sur la situation. Le contrôle, c'est une fonction psychologique essentielle. Je vais vous donner une petite expérience classique en psychologie sociale. Ça permettra d'illustrer. Vous avez donc une classe d'étudiants dans laquelle il fait chaud, il y a du bruit dans le couloir, mais le prof dit « on ouvre la porte », c'est comme ça, de manière autoritaire. Dans l'autre classe, la même condition, sauf que le prof va dire « si vous voulez, je peux fermer la porte ». Bien sûr, tout le monde dit « on la laisse ouverte puisqu'il fait chaud ». À la fin du cours, on va demander quel est le ressenti sur la chaleur et le bruit. Il est 2 fois plus important dans la première classe. C'est les mêmes conditions physiques, hein. Pourquoi? Parce qu'on a donné le choix. Vous voyez que c'est exactement la même solution qui a été trouvée. Mais on a redonné du contrôle psychologique. Donc comme on ne subit pas, on perçoit moins la contrainte. C'est ce que j'appelle la théorie des 3 options. Chaque changement, vous devez donner 3 options à vos collaborateurs. Même des petits. Le choix de la couleur du stylo, ou
est-ce que mon bureau il sera comme ça, 3 configurations de bureau, ou est-ce que ils vont se former en e-learning, ou peut-être en présentiel plus e-learning, ou en pur présentiel, vous voyez, sur ce que vous voulez, mais vous leur donnez 3 choix à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'à force de changement dans lequel on dit à l'autre qu'il n'a aucun contrôle, bah lui il l'apprend, et il se déprime au fur et à mesure, ou il se démotive, il se désengage. Une mesure de prévention, c'est de redonner du contrôle un maximum, d'utiliser l'ensemble des marges de manœuvre pour retrouver du contrôle. Ça va, c'est clair? Et ça, c'est une loi qui doit se retrouver du haut vers le bas. Hein. Vous savez, la plupart des équipes de direction, c'est souvent ce que je leur dis, vous prenez vos collaborateurs pour des génies. Vous mettez 6 mois à prendre la décision, vous avez des consultants stratégiques, vous discutez entre vous, vous envoyez le mail, le gars en bas, il doit comprendre en 5 secondes. Sinon, vous dites, ah, il résiste au changement. Non, mais vous avez mis 6 mois. C'est un processus de décision. Vous avez fait la balance dans votre tête, avantages, inconvénients. Lui, il voit que les pertes. Hein. Enfin, vous voyez, ça vous tombe. Vous avez 5 minutes, vous voyez que les pertes. Ça va, c'est clair? Donc, plus on redonne du contrôle à l'autre, mieux ça fonctionne. Alors, on va rentrer dans un comportement, dans les facteurs de risque qui sont un peu moins fréquents, mais qui peuvent vraiment miner la santé d'une organisation, avec notamment la problématique des comportements toxiques. Alors, sur les comportements toxiques, vous avez 2 niveaux à peu près. Le premier niveau, ça va être tout ce qui est problème de respect et conflit. Et là, qui est basé sur quelque chose d'assez simple, c'est que dans la plupart des boîtes, on n'a pas défini précisément quelles sont les règles de vie en commun. On n'a pas défini les règles du jeu au niveau relationnel. On ne les a pas explicitées. Et donc, à chaque fois qu'il y a des problématiques, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas exactement comment on peut intervenir, à partir de quand on peut intervenir. Et puis, ça place le management dans une situation qui est très inconfortable. Il doit arbitrer des matchs sans qu'il y ait de règlement. Donc, tout ce qu'il fait est perçu comme subjectif. Hein. Mais quand vous avez défini les règles du jeu, surtout si vous avez construit avec vos équipes, c'est quand même plus simple de faire de la régulation sur ces problématiques-là. Alors notamment sur les problèmes, comme j'évoquais en introduction, on a de plus en plus de problèmes sur les comportements religieux. Ce que j'observe, c'est qu'on va placer les managers en front line là-dessus, et en leur disant, voilà, il faut que tu règles, il y a des problèmes, il faut que tu régules. Mais il n'y a pas de règle du jeu qui a été... ouais, mais il faut que tu régules. Ouais, mais quoi que je fasse, je suis perçu comme raciste. Hein. Donc je vais rien faire. Sauf que du coup, je laisse la situation pourrir. Et après, ça fait une espèce de jurisprudence. Et c'est typique. Alors parfois, on va dire, ouais, mais attends, on a trouvé la solution, on va t'envoyer un ethnologue. Ou un sociologue des religions qui va t'expliquer les différences. On s'en fout. Donne-moi les règles du jeu, et puis moi, j'arbitre. Voilà, tout simplement. Dans toutes les entreprises, il y a besoin de réguler les comportements. On est dans une espèce de complexité sociétale. Hein. Il n'y a plus de cadre de référence commun sur ce que ça veut dire, par exemple, le respect. On a tous des vies très disparates. Le processus de socialisation qui se faisait dans beaucoup de boîtes, où on vivait toute notre vie, c'est plus le même. Donc, vous voyez, il y a besoin d'expliciter au niveau des règles de vie en commun. Ça, c'est le premier problème. Alors là-dessus, j'ai envie de dire, c'est quand même majoritairement la problématique des managers de réguler ces problématiques-là qui ne le sont pas. Alors c'est sûr qu'après, il faut de l'exemplarité. Quand il n'y a pas d'exemplarité sur le manque de respect au niveau des directions, c'est sûr qu'après, c'est difficile d'être crédible pour réguler des problèmes en dessous, ça c'est clair. Le deuxième point, c'est qu'il faut aussi des managers qui ont un minimum d'insensibilité humaine. Ça revient à ça. C'est-à-dire que si à chaque fois qu'il y a un problème dans une équipe, on se dit je vais plutôt travailler sur mon projet d'expertise, c'est sûr qu'on va attendre le dernier moment. Donc il y a aussi ce choix du recrutement des managers.
Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est quand on tombe effectivement sur des problématiques plutôt de personnalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 10% de la population générale qui a des troubles du comportement. Vous êtes combien là ce soir? On va faire un petit quiz à la sortie. Bon, alors, vous avez donc, par exemple, les personnalités difficiles. Vous avez, par exemple, personnes maniaco-dépressives. Ça, vous connaissez. Un coup je ris, un coup je pleure, puis ça, suivant les cycles de l'humeur, comme ça, donc c'est très difficile à gérer. Vous avez par exemple les personnalités qui ont des troubles anxieux, donc en permanence en train de se projeter dans des scénarios catastrophes. Donc vous mettez à côté de la fenêtre, ils imaginent, je sais pas, il peut y avoir un truc qui s'écroule dans la fenêtre. Donc quand vous leur demandez de s'adapter, c'est un peu compliqué. Vous allez voir même les personnalités, ce qu'on appelle schizotypiques. Alors on tourne sur ce truc un peu compliqué, mais schizotypique, la personne, elle croit qu'elle peut contrôler son environnement par des pensées magiques. Ouais, rigolez pas. Une fois, j'étais pour le métro, il y avait un gars qui vérifiait le métro avec un pendule. Hein. Il disait c'est plus efficace que de faire avec la machine. Donc il vérifiait qu'un des trucs du métro fonctionnait bien avec son pendule. Et il était persuadé que ça marchait mieux. Voilà. Bon, on a des problèmes comme ça à régler, des problèmes de personnalité borderline, des gens qui ont des problèmes avec les limites, des problèmes qui sont dans une espèce d'impulsivité très très forte. Donc on a souvent des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue, des problématiques comme ça à gérer. Vous pouvez avoir des personnalités, ce qu'on appelle histrioniques, je vous dis quelque chose, hystérique. En gros, c'est la personne qui, dans son système de croyance, se dit si je suis pas dans la séduction, j'existe pas. Donc le manager qui a une personnalité, il peut avoir des hommes et des femmes, mais c'est une majorité de femmes. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est les chiffres. Mais voilà, donc on a quand même des situations particulières. Hein, où par exemple, une fois j'étais rentré dans une usine, elle me dit alors tu vas la voir pour un entretien, mais tu fais attention, la plupart du temps elle couche avec les intervenants. Ah, j'ai suspecté un petit cas quand même. Bon, c'est pas toujours aussi extrême, mais il peut y avoir des cas comme ça. On a aussi, par exemple, des... Je suis marié. Non, on a été 10 autour de la table. Enfin, pour la réunion. Bon, bref, j'expliquerai après. Donc, je sais plus de quoi je parlais en fait. Schizophrène, vous avez aussi des personnalités qui vont être par exemple schizoïdes. Schizoïde, c'est la personne que vous retrouvez derrière une pile de dossiers, derrière son bureau. Schizoïde, c'est la personne, vous la mettez toute seule sur une île déserte, elle est heureuse. Parce que la relation à l'autre, ça l'angoisse. Donc si elle peut être tranquille toute seule, elle est contente. Pas l'introspection, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est comme ça. Ça va, c'est clair? Bon, quand vous avez, j'en prends que quelques-uns, hein, vous avez les personnalités narcissiques, qui se croient au centre du monde, hein, donc l'autre, enfin, leur croyance, c'est « je suis supérieur ». Donc l'autre doit être un miroir du fait que je sois supérieur. Donc ils ont l'empathie d'un caillou, hein, c'est à peu près ça. Donc ils sont quand même un peu... Si par exemple son manager ou c'est un de vos collègues, c'est sûr qu'il ne faut pas attendre beaucoup de reconnaissance, quoi. Donc vous en avez un paquet comme ça. Là, c'est clair qu'un manager qui a une personnalité difficile ne va pas régler ça tout seul. C'est là où il va falloir travailler en équipe avec, par exemple, une fonction RH ou un coach externe si on est dans une toute petite boîte. Enfin, vous voyez, le piège, là, c'est de vouloir régler ces problématiques-là tout seul. Parce que là, ça vous fait complètement dévier en termes de management. Hein. Là, vous occupez plus des problèmes de respect, des problèmes... Voilà, là, c'est clair que tout cet aspect-là, vous déviez complètement. Là, l'idée, c'est de se dire, c'est un peu compliqué, il faut du pluridisciplinaire. Par exemple, s'il y a des problèmes d'alcool, oui, même parfois, on a des cas dans lesquels il y a assistante sociale, médecin du travail, RH, manager, le N+1, parce que bon, c'est pluridisciplinaire la solution, quoi. On ne peut pas régler la problématique tout seul. Le troisième niveau,
c'est quand vous avez des problèmes de comportement qui ne sont pas liés à des personnalités difficiles, mais à des personnalités dangereuses. Il y en a en entreprise. D'ailleurs, mon hypothèse, c'est que les systèmes actuels les attirent de plus en plus. Je vais m'expliquer. Vous avez 3 types en psychologie de personnalités dangereuses. Première personnalité dangereuse, les paranoïaques. Alors, le paranoïaque, c'est assez simple. Il a un ego surdimensionné, il pense être exceptionnel, et donc qu'on l'envie. Ce qui veut dire qu'il pense qu'il y a toujours quelqu'un qui veut l'attaquer. Donc, en préventif, il vous déglingue. C'est un grand préventeur. Il dit, de toute manière, il va m'attaquer, donc je le déglingue en préventif. Ça va, c'est clair? Voilà, donc généralement, vous serrez la main un peu bizarrement le jour-là et dire c'est bon. Deuxième type de personnalité dangereuse, les psychopathes. Oui, il y en a en entreprise. Alors, on parle de psychopathes minorés. Minorés, ça veut dire en fait qu'ils sont adaptés socialement, mais qu'ils ont conservé le trait principal du psychopathe, qui est d'être un chasseur. C'est-à-dire qu'un psychopathe, c'est quelqu'un qui est câblé pour être un prédateur. Sauf que le psychopathe minoré, en fait, en entreprise, il va pas, c'est pas l'idiot qui va violer, découper, tout ça. Bon, parce que lui, il se fait arrêter. C'est pas... Non, vous avez le masterclass. C'est celui qui est adapté socialement, et donc lui, il va faire de la prédation émotionnelle. Il va prendre une cible et il va la casser psychologiquement, tout doucement, se faire plaisir comme ça. Ça va, c'est clair? Troisième type de personnalité dangereuse, les obsessionnels compulsifs. Le tyran. L'obsessionnel compulsif, il a une angoisse, c'est de ne pas pouvoir contrôler l'environnement, pas pouvoir contrôler les choses. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il veut absolument casser la subjectivité de l'autre en utilisant des règles absolument tyranniques. Vous savez, c'est le gars qui vous dit, alors, t'as oublié une virgule comme ça, quand tu fais comme ça, faire exactement comme ça, et puis ta pause pipi, ça doit être 3 minutes 55, et puis gna gna. Donc il vous met dans des règles extrêmement tatillonnes, vous n'arrivez plus à réfléchir par vous-même. Et l'autre point, c'est que généralement, ils ont une compulsion de travail, ils ont des capacités de travail hors normes. C'est-à-dire que pour avoir leur rythme, il faut être fou. Il faut être complètement maboule, parce que même en termes, vous déréglez votre sommeil, il n'y a que les fous qui peuvent avoir leur rythme. Donc, ils vont vous imposer cette norme. Donc, c'est des machines à burn-out. Ça va, c'est clair? Alors, pourquoi il y a des personnalités difficiles comme ça? C'est assez simple, ils viennent de la grotte. Ces personnalités dangereuses, c'était les leaders dans la grotte. Le psychopathe, c'est clair, vous leviez le matin dans une grotte, il y avait un truc qui voulait vous manger. Sortiez un petit doigt de la grotte, il y avait un truc qui pouvait vous sauter dessus, il fallait mieux être parano. Et puis c'est sûr que vos camarades, ils pouvaient vous tuer, prendre votre femme, il fallait mieux être parano. Oui, petit point. Très, 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 très grande majorité des personnalités dangereuses sont des hommes. Ça c'est dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les statistiques. Alors, psychopathe, c'est clair, il valait mieux être psychopathe que vous étiez dans la grotte. Parce que si vous vouliez manger, il fallait tuer quelque chose. Donc déjà, si vous étiez empathique et le matin, vous deviez tuer le petit lapin, ça marchait pas. Puis le mode de reproduction principal, c'était le viol. C'était pas l'amour. Donc, bon, j'entends toujours un certain nombre de mecs qui me disent c'était mieux avant. Mais ça c'est... On vivait en moyenne 20 ans. Et puis le tyran, c'était le chef. C'était pas la démocratie participative. C'était plus vous étiez tyrannique, plus vous étiez assuré d'être le chef. Il valait mieux prendre le contrôle des ressources. Donc voilà, cette souche génétique, elle a perduré. Donc vous avez à peu près 1% de la population générale qui a quand même, on sait, une espèce d'activation de personnalité dangereuse. Quel est le problème? C'est que les masterclass, donc c'est ceux qui sont capables de s'adapter, l'entreprise devient un terrain de jeu pour elle. Parce que comme c'est devenu plus agressif, plus flou,
plus méchants dans les rapports, enfin plus irrespectueux dans les rapports humains, ça les attire. Et il faut savoir que ces trois types de personnalités ont en commun une compétence qui est la manipulation relationnelle. Et donc, de ce fait, dans les entreprises, ils deviennent managers. C'est ce qu'on appelle les cas de managers toxiques. Alors, je dis pas que tous les managers sont des personnalités dangereuses, hein, parce que je dis juste, malheureusement, la plupart du temps, ils arrivent à acquérir du pouvoir. Il y a 3 critères qui permettent de détecter un cas de management toxique. Je vous les donne au cas où, éventuellement, théoriquement, ça peut arriver. Premier cas, normalement, vous allez avoir une chape de plomb sur son équipe. On ne sait rien de ce qui s'y passe. C'est un peu hermétique. Alors comment ils font ça? Ils disent à ceux du bas, là, si tu savais ce qu'ils préparent là-haut, là, heureusement que c'est moi qui vous manage. Et après, ils disent à ceux du haut, là, oh, l'équipe de bras cassés en bas, là, heureusement que c'est moi qui les manage. Chape de plomb. Ça va, c'est clair? Deuxième critère, vous allez avoir chez cette personne, dès qu'il est en temps collectif, ce qu'on appelle un délitement du collectif. Il suffit qu'il soit placé dans une réunion, une formation, un truc projet, ce que vous voulez collectif. S'il est là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il utilise toutes ses compétences en manipulation pour casser les collectifs. Il déteste ça. Parce que si tout le monde commençait à être lié, il pourrait avoir un même masque. Et quel est le problème? C'est qu'on pourrait voir que c'est lui le problème. Donc lui, il veut diviser pour mieux régner, avoir un masque différent que chacun. Ça va, c'est clair? Et le troisième, donc, chape de plomb, délitement du collectif. Donc il va pouvoir être tranquille. Et là, il va utiliser le troisième critère, qui est l'alternance de comportements de séduction et de destruction. La petite claque, la petite caresse. Ah, je vais te faire monter sur un nouveau projet, t'es super et tout. Ok. Et puis, première réunion de groupe. C'est quoi ce boulot de merde? Attends, moi j'ai pris des risques pour toi. Hein. Ça va, c'est clair? Ça peut arriver. Ça peut arriver de tomber sur des cas comme ça. Il y a des cas extrêmes, il y a des cas un petit peu intermédiaires, mais ça peut vous arriver dans votre carrière d'avoir soit observé, soit vécu ce type de situation. Mon conseil, fuyez. Pourquoi? Les boîtes mettent entre 5 et 10 ans à réagir. Si vous restez trop longtemps après avoir alerté, après avoir fait tout ce qu'il faut de votre côté et que ça ne bouge pas, vous mettez votre santé psychologique en danger. Si vous êtes une cible. Et le problème, c'est que la plupart du temps, on attend le dernier moment pour rebondir. Et quand on rebondit, on n'a plus la pêche émotionnelle, plus la résilience pour rebondir correctement. Et la plupart du temps, vous finirez par vous faire virer quand même. Hein. Donc vous prendrez le même risque économique, sauf que vous le ferez quand vous serez cassé. Ça va, c'est clair? Bon. Il reste un peu de temps pour parler du suicide. Elle n'est pas bien. Alors, non, le dernier facteur de risque que je voudrais évoquer, c'est l'isolement social. L'isolement social, c'est une des problématiques qui est en train de se développer dans beaucoup d'entreprises, liée au fait que vous avez beaucoup de vos collaborateurs qui ne voient du monde que dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise n'est pas le problème, c'est devenu la solution pour beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'on a un isolement social massif qui se développe en France. Okay? Vous avez 1 Français sur 4 qui est en isolement social en France. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de relations sociales. C'est dramatique. Donc vous avez beaucoup de gens, le seul lieu dans lequel ils voient du monde, c'est où? En entreprise. Donc vous vous rendez compte au niveau affectif ce qu'ils mettent dans le travail. Donc, quand ils ont des difficultés personnelles, la plupart d'entre nous, quand on a des difficultés personnelles, qu'est-ce qu'on attend de l'entreprise aujourd'hui? Du soutien, de l'adaptation. Qu'est-ce qu'on observe? Tu te démerdes.
parfois, on va avoir du soutien du management, de son équipe, mais ça va être mal fait. Une situation sur deux de maladie chronique au travail est liée au manque de préparation du retour au travail. Je vais donner un exemple. Vous avez plein de gens, par exemple, qui ont des problématiques de divorce. Hein, il y a une famille sur 5 qui est monoparentale, c'est pas pour rien. À Paris, c'est un mariage sur 2 qui se termine en divorce dans les 5 ans. Hein. Donc, c'est quand même, par exemple, des problématiques fréquentes dans le milieu du travail. Donc, vous allez avoir quelqu'un, par exemple, j'ai cette situation, une dame a des difficultés parce qu'elle divorce, elle doit garder ses enfants. Bon, au début, il y a du soutien. Et puis, progressivement, il n'y en a pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La dame, au départ, elle va dire, voilà, est-ce que je peux déplacer mes horaires pour pouvoir emmener mes enfants à l'école le matin? Parce que personne d'autre peut le faire. OK. Après, est-ce que je peux repartir un peu plus tôt? Je rattraperai entre 1 et puis ainsi de suite. Et progressivement, il y a des demandes qui commencent à être perçues comme abusives de la part des collègues. Pourquoi? Parce que le manager, 1, n'a pas cadré ces demandes, et 2, n'a pas demandé de contrepartie. Donc qu'est-ce qui se passe? Progressivement, elle commence à avoir l'équipe sur le dos. Elle dit, attendez, vous savez que j'ai une vie difficile, et en plus, vous tombez dessus, et elle va rentrer en dépression. Ça va, c'est clair? Il y a des points essentiels là-dedans. Premièrement, quand vous devez modifier le travail en fonction des problématiques des personnes, il faut demander une contrepartie, toujours. Ça a 2 utilités. 1, ça limite la dette psychologique. C'est-à-dire que la personne, ça va pas avoir d'impact sur l'estime de soi. Deuxièmement, ça va créer un phénomène de justice vis-à-vis du reste du groupe, ce qui évitera que le groupe l'attaque. Deuxième point essentiel par rapport à l'adaptation du travail par rapport aux problématiques personnelles, c'est qu'il faut bien prévoir que c'est quelque chose qui est prévu dans le temps. Sinon, le besoin va se transformer en droit. Et après, la personne, elle va confondre ses droits avec ses besoins. Donc ça va ne cesser, même de manière implicite et automatique, de s'amplifier. Ça va, c'est clair? C'est des problématiques que tout manager aujourd'hui a en permanence à gérer. Il faut savoir que le lieu de travail, c'est devenu la seule institution qui tient la route. Donc, il y a beaucoup de problèmes personnels qui vont se retrouver en entreprise et sur lesquels les managers vont devoir trouver un certain nombre de solutions. Bon, l'autre problème, c'est qu'on se transforme en papa-maman. Hein. C'est-à-dire, si on essaie de résoudre les problèmes des personnes à leur place, là, il y a un problème. Clairement. Donc, il ne faut pas tomber non plus là-dedans, mais on ne peut pas être complètement dans l'évitement. Il faut adapter le travail aux problèmes de la personne, mais de manière professionnelle. C'est-à-dire, avec une contrepartie et avec un cadre temporel. Ça va? C'est clair sur ces points-là? Un dernier slide, puis après, ce que je vous propose, c'est qu'on a un petit temps de questions-réponses. Je vous ai donné beaucoup d'infos. Je voudrais terminer là-dessus, sur le fait que, vous voyez que sur la plupart des problématiques, la plupart des leviers que j'ai évoqués, à chaque fois, il y a une nécessité d'être sur une approche que j'appelle globale. Quand on veut intervenir concrètement, correctement sur ces questions-là dans les entreprises, la plupart du temps, il faut développer une approche, sur l'organisation. Bien sûr, il y a des problèmes qui sont structurels. Quand vous avez dans une équipe des problèmes d'objectifs mal définis, des problèmes, par exemple, de cycles d'activité qui sont mal définis, qui sont mal réglés, vous voyez, il y a des problèmes organisationnels, c'est clair, mais qui sont souvent associés à des problématiques de pratiques managériales, qui, si elles ne sont pas réglées en parallèle, l'organisation, ça va revenir. Et puis, vous avez souvent des problématiques individuelles. Si on fait que du diagnostic organisationnel, qu'est-ce qu'on est en train d'envoyer comme message? Que notre bien-être dépend que de l'extérieur. Hein. C'est le meilleur des mondes. Hein. Je veux dire, là, on est en train de dire que l'environnement impacte à 100% notre psychologie, ce qui n'est pas vrai.
Si on ne fait que de la formation manager, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont la tentation de faire ça aujourd'hui. Nous, notre plan de prévention, on a formé tous les managers. Super. Qu'est-ce qu'on est en train d'envoyer comme message aux managers? C'est vous le problème, hein. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent le parapluie. Et puis une approche purement psycho, c'est transformer l'entreprise en hôpital, hein. Je dis souvent, mais vous vous rendez compte ce que vous faites là? Vous faites de la psychopapouille. Un psy derrière chaque salarié pour lui masser le cerveau. C'est impossible. Il faut bien sûr de la prévention tertiaire, une approche individuelle, du développement personnel, ça marche très bien. Mais ça doit se faire en parallèle d'un diagnostic organisationnel et d'une formation des managers. La meilleure approche, c'est une approche dans laquelle on fait les choses en parallèle. Pourquoi? Parce qu'avec une approche en parallèle, on n'est pas en train de chercher qui est le responsable. On est en train de chercher où sont les marges de manœuvre. Ça, c'est très important. Voilà, j'en ai terminé. Je vous propose qu'on ait un petit temps de questions-réponses avant de passer à l'apéro quand même, c'est important. Merci de votre attention.